Ah, on vient de me rappeler d'enregistrer, j'avais encore failli oublier. Bon, mais c'est pas Voilà, là, on faisait du bavardage. C'est pas pour ça qu'on est là aujourd'hui. Enfin, du bavardage. On parlait de la digression. voilà, c'était pour amorcer la pompe. Euh, alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, du coup, on a lancé là, en début de semaine plein de petits questionnements sur notre page Instagram autour de la contraception et Oui, de la manière dont les personnes peuvent la gérer. Donc, je ne sais pas si vous avez vu un peu les témoignages qu'on a eus. j'ai Heureusement, vu. la majorité des gens sont quand même satisfaits de leur contraception. La majorité ont eu des problèmes et ont fini par trouver une contraception qui leur correspond. Donc, non plus de problème. L'autre grosse partie n'a jamais eu de problème. Pardon. Et il y a quand même pas mal de gens qui parlent d'effets secondaires, de charge mentale, voilà, et de toujours comment choisir parce qu'il y a rien qui leur va. Donc, c'est un vaste sujet et tout le monde a des problèmes très, très différents autour de ça. Alors, la première chose, c'est que moi, j'ai écrit des livres sur la contraception qui sont plus tout à fait à jour sur le plan des produits qu'ils contiennent, mais sur le plan des principes, ça n'a pas changé. Et ces livres, maintenant, ne sont plus en librairie, on ne peut pas les acheter, mais j'ai les PDF. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous les envoyer à vous, Margot, Oui, et toute personne qui aura envie d'accéder au PDF n'aura qu'à vous le demander. Enfin, on peut les trouver aussi sur mon site, mais vous pouvez servir de relais aussi, et puis comme ça, vous les aurez. Et très donc, bien. ces livres qui s'appellent Contraception, mode d'emploi et choisir sa contraception sont des livres qui expliquent les grands principes, mais aussi qui expliquent des tas de trucs. Par exemple, un truc auquel on ne pense pas, c'est quand on change de contraception. Vous passez de la pilule au stérilet, ou l'inverse, du stérilet à la pilule, ou de la pilule à l'implant. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas avoir comment dirais-je, de fenêtre euh, entre deux contraceptions, c'est-à-dire pour être tranquille. Bon. Donc le livre, il explique tous ces trucs-là, tous les trucs auxquels on ne pense pas. Quelle contraception on peut utiliser quand on est une personne handicapée dans un fauteuil roulant? Parce qu'il y a des contraceptions qui sont déconseillées, mais il y en a d'autres qui sont recommandées parce que ça facilite la vie, etc. Donc les livres, ils contiennent tous ces principes-là qui sont toujours valides. Donc voilà, je ne vais pas répondre à toutes les questions aujourd'hui, parce qu'un des deux livres, il fait 400 pages. Euh, mais sachez que s'il y a des questions qu'on ne peut pas aborder aujourd'hui, il y a une grande probabilité pour que la réponse soit dans un des deux bouquins, et que donc ces bouquins sont à votre disposition. Alors, comment voulez-vous qu'on procède? Est-ce que vous avez recueilli les questions et vous voulez me les poser, par exemple? Alors, au final, on n'a pas eu tellement de questions sur la page Instagram, plus des vécus, voilà, des petites histoires que les personnes ont vécues. C'est plus comme on avait parlé la dernière fois, déjà, voilà, par exemple, comment choisir sa contraception parmi toutes les possibilités en fonction des contraintes comme la charge mentale ou les hormones. Voilà. Bon, alors, le principe général, c'est vous ne pouvez pas choisir si on ne vous montre pas toutes les méthodes. Donc, il faut qu'on vous parle de toutes les méthodes. Vous pouvez déjà vous renseigner à l'avance. Il y a un site qui est le site officiel du ministère de la Santé qui s'appelle choisirsacontraception.fr, qui vous montre toutes les méthodes de contraception et qui vous en explique les principes. Bon. Mais évidemment, les principes, c'est une chose, c'est-à-dire comment ça fonctionne, comment ça protège. Dans la pratique, il y a toujours soit une utilisation qu'il faut apprendre ou sur laquelle il faut être éclairci. Vous prenez les pilules, par exemple, il y a une tripotée non seulement de pilules sur le plan du dosage, mais aussi sur le plan de l'usage. Il y a des pilules qui se prennent 365 jours par an. Il y a des pilules qui se prennent 28 jours par an. Il y en a d'autres qui se prennent 21 jours par an. Bon. Donc, c'est tout un souk. Et tout ça est lié au fait qu'elles ne sont pas conçues de la même manière, non pas pour rendre service aux femmes, mais parce que ce sont des arguments de marketing. Parce que le dosage, par exemple,
l'expérience montre que quand une jeune femme, c'est-à-dire moins de 25 ans, prend une pilule très faiblement dosée en estrogène et en progestatif, c'est-à-dire les pilules les moins dosées, le risque de grossesse est le plus élevé. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle des échappements ovulatoires ou contraceptifs. Et une jeune femme entre 15 et 25 ans, c'est sa période de fertilité maximum. Et c'est là que l'organisme va se débarrasser le plus facilement. C'est là qu'il y a le plus d'expulsions de stérilés chez les femmes qui choisissent le stérilet. Ce n'est pas 100%, mais c'est statistiquement, si vous prenez des femmes entre 15 et 25 ans et des femmes qui ont plus de 35 ans, il y a plus d'expulsions de stérilés chez les jeunes que chez les moins jeunes. Pourquoi? Parce que nous sommes programmés pour nous reproduire. C'est comme ça. Si on a des rapports hétérosexuels, ben, il y a quand même une probabilité importante que comment les méthodes de contraception qu'on utilise échouent. Vous prenez un autre exemple, la stérilisation volontaire, c'est-à-dire la ligature de trompe chez les femmes. Si vous arrivez à en obtenir une, parce que c'est une autre paire de manches, c'est un obstacle professionnel des médecins qui est considérable. Mais enfin, si vous, dans un monde dans lequel les médecins ne refuseraient jamais de faire une stérilisation tubaire à une femme de 18 ans ou 20 ans qui dit « je ne veux pas avoir d'enfant », et c'est son droit le plus strict, moi, quand ça m'est arrivé, je disais aux femmes, pas de problème, je vais vous adresser à quelqu'un qui va vous faire votre ligature de trompe, mais sachez que avant 30 ans, le taux d'échec d'une ligature de trompe est supérieur à celui d'un stérilet, parce qu'il y a des reperméabilisations spontanées. C'est-à-dire qu'on coupe les trompes et puis, elles se refont quand même. Et le problème, c'est que comme la reperméabilisation ne se fait pas parfaitement, des fois, ça augmente le risque de grossesse extra-utérine, c'est-à-dire la grossesse ne se développe pas dans l'utérus, mais dans une trompe. Donc, statistiquement parlant, avant 30 ans, une femme qui porte un stérilet a moins de risque d'être enceinte qu'une femme qui se fait ligaturer les trompes. Une fois que j'ai dit ça, ça reste à la femme de décider. Oui. C'est pas moi qui décide. Je lui donne simplement les informations et elle décide en connaissance de cause. Donc, le premier grand principe, c'est une femme ne peut utiliser une contraception qui lui convient que si elle connaît les tenants et les aboutissants de toutes les méthodes. Et elle peut, dans un premier temps, demander à ce qu'on l'informe sur les méthodes qui l'intéressent, elle. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui veulent une méthode naturelle, il y en a qui n'en veulent pas du tout, donc on ne veut pas les embêter avec les méthodes dont elles ne veulent pas, en leur disant, si jamais ça vous intéresse, on peut y revenir une autre fois. Mais il faut qu'elles sachent les tenants et les aboutissants. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez affaire à une praticienne ou un praticien qui vous explique tout en prenant le temps de vous expliquer, qu'on réponde à toutes vos questions et qu'on vous donne le temps de réfléchir. Bon, par exemple, moi, j'ai appris à prescrire des contraceptifs en premier lieu en consultation post-interruption de grossesse. Je voyais des femmes qui avaient eu une interruption de grossesse, c'était parfois moi qui avais fait l'IVG, et je les voyais juste après, dans les 3 heures qui suivaient. Elles étaient dans une chambre à l'hôpital avec les 2 autres femmes qui étaient passées ce jour-là. Et puis, on discutait collectivement sur quelle est la méthode que vous aimeriez utiliser pour ne pas avoir à être à nouveau enceinte sans le vouloir. Et comment dirais-je, la prescription de contraceptifs, à ce moment-là, c'est une prescription qui se fait pour des femmes qui ont une vie qui est différente pour chacune. Hein, quand je voyais 3 femmes qui avaient eu leur IVG, les 3 femmes, elles avaient un âge différent, il y en avait qui avaient des enfants, d'autres pas, il y en avait qui étaient célibataires, d'autres qui ne l'étaient pas, etc. Ça ne pouvait pas être une méthode identique pour tout le monde. Et d'autre part, je les voyais une demi-heure, 3/4 d'heure, on faisait ça en comité, le plus souvent c'était en comité. Mais est-ce qu'elles pouvaient décider tout de suite, en un coup, de la méthode qu'elles avaient utilisée pendant les années qui venaient? Peut-être pas. Alors, ce que je faisais toujours, c'est que je leur disais, si vous n'êtes pas sûr, moi, je peux vous prescrire, par exemple, 3 méthodes sur l'ordonnance. Une pilule que vous allez prendre là parce que c'est destiné à
comment dirais-je, à vous faire reprendre une sorte de cycle artificiel pendant un mois pour que vous n'ayez pas de saignement tout le temps, etc. Un stérilet, un implant. Puis vous allez réfléchir, et puis les 3 sont sur l'ordonnance. Et puis dans 3 semaines, un mois, quand vous aurez besoin soit de renouveler votre pilule, soit de vous faire poser un stérilet ou un implant, dans 15 jours, vous irez chez le pharmacien, vous demanderez votre implant ou votre stérilet ou votre pilule. Et si vous avez besoin de venir vous faire poser un implant ou un stérilet, vous reprenez rendez-vous avec nous, et puis on vous le pose. C'est-à-dire que c'est très important aussi de prendre son temps pour réfléchir aux avantages, aux inconvénients de la méthode qu'on veut choisir. Le plus souvent, on choisit une méthode parce qu'on a un besoin immédiat d'être tranquille. Et c'est légitime. Ce que beaucoup de praticiens oublient de dire aux femmes, c'est qu'elles peuvent changer d'avis à tout moment. Elles peuvent trouver pénible de prendre un comprimé tous les jours. Elles peuvent avoir des effets secondaires, des hormones. Elles peuvent avoir rencontré une copine qui leur dit: «Moi, ça fait 5 ans que j'ai un stérilet, j'y pense plus». Ah ouais, bon, d'accord. Donc peut-être que ce serait bon, elles ont le droit de changer d'avis. Contraception d'un jour n'est pas pour toujours. Hein, une contraception qu'on a à 18 ans ou à 25, c'est pas la même que celle qu'on va utiliser à 38 ou à 42. Ça change en fonction de la vie, ça change en fonction du contexte, ça change en fonction de tout. Les femmes changent de compagnon ou de compagne pendant leur vie. Il faut qu'elles puissent changer aussi de contraception. Elles ne sont pas attachées à une contraception toute leur vie. Donc le grand principe, c'est ça. Le deuxième grand principe, c'est prendre son temps pour réfléchir. Le troisième grand principe, c'est qu'il faut que votre méthode soit la plus confortable possible. Pourquoi? Parce que fondamentalement, ce que vous voulez, c'est pas être enceinte. Je m'adresse aux femmes là, hein, majoritairement, parce que majoritairement, et on reviendra après sur la contraception masculine, mais majoritairement, le problème immédiat, il est pour les femmes, il n'est pas pour les hommes. Bon. Donc, ce que vous voulez fondamentalement, c'est pas être enceinte. En tout cas, pas être enceinte à un moment où c'est pas ce que vous voulez. Donc, il faut que vous puissiez avoir une vie sexuelle tranquille, sans vous demander tous les 4 matins: «Est-ce que je peux être enceinte?» Donc, il faut que ce soit une méthode qui soit confortable parce qu'elle vous libère l'esprit, hein, la charge mentale, mais il faut que ce soit une méthode confortable parce qu'elle ne vous donne pas d'effets secondaires, ou le moins possible, ou des effets secondaires qui ne sont pas très gênants. Hein, ça m'est arrivé à de nombreuses reprises de voir des femmes à qui on avait posé un stérilet et je leur demandais si elles avaient des règles plus longues. Elles me disent: «Oui, j'ai eu des règles qui durent un jour de plus, mais je m'en fous». Oui. Très bien, très bien. Bon. La tolérance, c'est toujours l'utilisatrice qui doit la définir. Est-ce que c'est confortable ou non? C'est l'utilisatrice qui doit le dire. Ce n'est pas le professionnel de santé. Il n'en sait rien. Ce n'est pas son corps. Alors, si c'est un homme, en plus, de toute façon, il ne le saura jamais. Mais même si c'est une femme qui porte un stérilet, qui est très contente et qui est prescriptrice, elle n'a pas le droit de dire aux femmes qui disent: «Moi, je le sens» ou «Moi, je suis gênée». Elle n'a pas le droit de leur dire: «Mais non, c'est pas vrai, moi, le mien, je ne le sens pas». Bah oui, vous ne le sentez pas, mais hein, c'est comme les boucles d'oreilles. Si c'est pas bien posé, eh ben, vous allez la sentir. D'un côté, vous allez la sentir, pas de l'autre. Et donc, la perception est toujours individuelle. Et comme elle est toujours individuelle, elle doit toujours être examinée à l'aune de ce que la personne ressent. Ça ne peut jamais être le professionnel qui dit: «C'est vrai, c'est pas vrai, c'est bien, c'est pas bien». Ça, c'est un des plus gros problèmes, c'est un des plus gros obstacles parce qu'il faut avoir en face de soi une professionnelle ou un professionnel qui vous écoute, qui respecte, ce que vous dites, qui soit prêt à examiner, heu, les effets secondaires dont vous parlez et qui sont peut-être pas fréquents. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai commencé à prescrire la pilule, au début des années 80. Ça fait donc 40 ans. Au début des années 80, les femmes les femmes qui prenaient la pilule se plaignaient très rarement d'avoir des problèmes de désir. Pourquoi? Probablement parce que, la plupart des femmes qui prenaient la pilule à l'époque, leur crainte numéro 1, c'était d'être enceinte.
Et elles étaient tellement soulagées de prendre la pilule et de ne pas pouvoir être enceintes que si elles avaient un peu plus, un peu moins de désir, ça ne les gênait pas trop. Avec les nouvelles générations, et en particulier les jeunes femmes qui se sont mises à avoir des rapports sexuels, non pas après avoir été mariées, mais parce qu'elles avaient envie d'avoir des rapports sexuels, et qui ont commencé en utilisant des préservatifs et qui ensuite sont passées à la pilule, par exemple, pour elles, ça faisait une différence. Parce qu'avant, la pilule, pour certaines d'entre elles, elles avaient envie de faire des galipettes, et puis une fois qu'elles prenaient la pilule, elles avaient beaucoup moins envie. Alors qu'elles étaient toujours amoureuses de leur Jules, ça n'avait pas changé. Puis dès qu'elles arrêtaient la pilule parce que leur Jules partait, je ne sais pas moi, 3 mois en trek dans le Sahel, et que là, elles disaient je vais faire une pause, et là, d'un seul coup, elles se mettaient à... Donc, cet effet secondaire, qui n'était pas décrit dans les, comment dirais-je, dans les notices, et qui, même quand il était décrit, n'était pas pris en compte, ou n'était pas exprimé par les femmes, et n'était pas pris en compte par les médecins, cet effet secondaire est devenu de plus en plus souvent un effet secondaire que les femmes exprimaient. Alors, il y avait aussi le fait que les femmes n'avaient pas l'occasion de dire quoi que ce soit parce qu'on ne leur laissait pas dire quoi que ce soit. Oui. Voilà. Maintenant, elles peuvent dire, attends, bon. Donc, un effet secondaire, oui, un effet secondaire, il n'est pas forcément, un effet secondaire n'est pas forcément grave, mais c'est un effet secondaire, c'est un effet indésirable. Un effet indésirable, il peut ne pas apparaître tout de suite. Il peut même apparaître pour certaines femmes, certaines utilisatrices de pilules, à certaines périodes de la vie, alors qu'à d'autres, il n'apparaît pas. C'est-à-dire, par exemple, ça peut être quelque chose qu'une femme n'a pas ressenti quand elle prenait la pilule entre 15 et 20 ans, puis elle arrête, elle utilise une autre méthode, et elle se remet à la pilule à 27 ou 28 ans, et là, d'un seul coup, elle dit, bah non, ça ne va pas. Parce que sa physiologie a changé, parce que sa perception a changé, parce que son environnement a changé, parce que 50 000 choses ont changé. C'est plus la même femme. Et ça, c'est aussi un grand principe. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, contraception d'un jour n'est pas pour toujours. Ce que vous tolérez bien un jour, vous pouvez très bien ne pas le tolérer bien le jour suivant. L'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire, on peut très bien essayer de se faire poser un stérilet à 18 ans et l'expulser. Puis bon, bah, si on l'expulse, on se dit, je n'ai pas très envie de recommencer. Mais on peut ne pas l'expulser 10 ans plus tard. Et ça peut devenir la méthode confortable à ce moment-là. Alors après ces grands principes qui sont des principes de choix, mais qui sont, comment dirais-je, subjectifs, il y a des conditions de choix qui sont des conditions de choix qui ne dépendent pas seulement de la personne. La première condition du choix d'une contraception, c'est l'environnement. C'est-à-dire, l'environnement, ça peut être je vis seul ou je vis avec quelqu'un, je vis chez mes parents ou je ne vis pas chez mes parents, j'ai des enfants ou je n'ai pas des enfants, j'ai une profession ou un engagement universitaire ou de formation très prenant, je ne peux pas me permettre de me retrouver enceinte, etc. Les conditions comptent. Alors, je vous donne un autre exemple qui est un exemple assez parlant, c'est quand j'étais un jeune médecin, ça m'est arrivé à 1 ou 2 reprises de soigner, enfin de recevoir des hôtesses de l'air. Ce n'était pas fréquent parce que j'habitais à la campagne, donc elles étaient de passage. Et où elles venaient voir leur famille, etc. Je me souviens très bien d'une femme un jour qui est arrivée qui me dit je ne suis pas une de vos patientes et il est probable que je ne le serai plus jamais parce que je suis hôtesse de l'air, je suis là en visite, je ne sais pas qui elle venait voir. Et elle me demande de lui represcrire sa pilule. Je dis pas de problème. Et puis elle me dit, alors je ne sais plus comment c'est venu dans la conversation, mais elle m'explique qu'elle la prend en continu. Ça, c'est les années 80, c'était un truc que très peu de femmes faisaient et que pratiquement aucun médecin ne recommandait. Alors je lui dis, ah oui, vous prenez votre pilule en continu?
Et puis, d'un seul coup, je dis, bah oui, effectivement, parce que j'imagine que comme vous n'avez pas d'horaire, parce qu'elle faisait des vols internationaux, vous n'avez pas d'horaire, vous n'avez pas de date, etc. C'est tout un souk. Un, pour prendre la pilule à heure fixe. Et deux, si vous vous retrouvez pendant votre semaine de règles à être 8 heures debout dans un avion, bonjour, ou 12, parce que si vous allez de l'autre côté. Et donc, elle m'explique qu'elle apprend en continu. Moi, je savais qu'on pouvait l'apprendre en continu, parce que les Anglais, ils disaient ça depuis très longtemps. Et elle m'expliquait qu'en fait, c'était un truc que les hôtesses de l'air se refilaient. C'est-à-dire, elles se le disaient. Et elles se le disaient, et très souvent, elles ne le disaient pas à leur médecin. Parce que leur médecin disait, mais non, c'est dangereux, etc. Alors, ça, c'était les hôtesses de l'air françaises. Les Anglaises, elles savaient qu'elles pouvaient le faire parce que les médecins anglais leur disaient. Bon. Donc, les méthodes peuvent être toujours adaptées par les femmes. L'avantage supplémentaire de prendre la pilule en continu, en particulier quand on n'a pas d'heure, alors les infirmières font ça aussi, hein, quand vous n'avez pas d'heure, c'est que si vous la prenez en continu, si vous avez 6 heures ou même 12 heures de retard sur un comprimé, on s'en fout complètement. Parce que le blocage ovulatoire, il lui faut plusieurs jours pour être levé, quand vous êtes en prise continue. Donc, elles augmentaient non seulement leur confort, mais leur confort par rapport aux règles, puisqu'elles n'en avaient pas, mais leur efficacité. Et elles avaient trouvé ça collectivement, intuitivement, en se passant des trucs. Donc, ça aussi, c'est très important. C'est-à-dire que les informations sur la contraception, comme beaucoup de médecins, en particulier en France, ne les donnent pas, c'est les femmes qui se les passent. Elles se les passent parce qu'elles savent ou qu'elles ont découvert ça toutes seules. Elles se les passent parce qu'on leur a dit, elles se les passent parce qu'elles ont lu, ou parce qu'elles ont une copine anglaise qui, par exemple. Donc, l'environnement compte beaucoup, c'est-à-dire que plus on est dans un réseau, et aujourd'hui c'est encore plus vrai grâce aux réseaux sociaux, grâce à toutes les plateformes par lesquelles on peut échanger et mettre du savoir en commun, plus on est inséré dans des réseaux nombreux et on a un réseau relationnel grand, plus on va obtenir d'informations sur des choses qu'on ne peut pas obtenir du professionnel de santé. Donc, contrairement à beaucoup de mes confrères, moi je pense que le réseau interhumain de vos pairs, PAIRS ou PAIRES, est au moins aussi important que les professionnels de santé à qui vous ne pouvez pas forcément parler parce qu'ils sont trop pris, parce que, etc. Je pense que s'informer en allant lire des sites de femmes ou des sites féministes, des sites d'utilisatrices de contraceptifs, des sites officiels un peu sérieux, c'est-à-dire non, sans publicité et non financés par des industriels, tout ça, ça a de la valeur. Et ça permet aux femmes de ne pas forcément reposer sur le professionnel de santé qui n'est pas toujours là, qui n'est pas toujours accessible, pour choisir une méthode de contraception. Alors, je voudrais revenir sur, tout à l'heure, je disais, je parle pour les femmes. Moi, j'ai une position très radicale par rapport à la contraception. C'est-à-dire, je le formule de façon un peu sarcastique en disant la prévention des grossesses est une affaire trop sérieuse pour la confier aux hommes. Pourquoi? Parce que s'il y a un échec de contraception, c'est toujours la femme qui va devoir l'assumer. Ça ne veut pas dire que je suis contre la contraception pour les hommes. Quand j'étais moi-même un jeune homme et que j'avais, dans les années 70, que j'ai eu beaucoup de partenaires sexuels, j'étais toujours préoccupé par l'idée que ma partenaire sexuelle du moment pouvait être enceinte ou non. À l'époque, il n'y avait pas le sida, donc on était beaucoup plus préoccupé par une grossesse éventuelle que pour une maladie sexuellement transmissible, parce que la plupart se soignaient. Ou il y en avait qu'on ne connaissait pas, comme les chlamydiés, donc on n'y faisait pas attention. Mais moi, j'étais préoccupé, donc je me trimballais toujours avec des préservatifs dans ma poche.
dans mon sac. Ce n'était pas la préoccupation de tous les garçons de ma génération, évidemment. Donc, surtout, enfin, et il y a deux cas de figure, enfin, il y a trois cas de figure. Le premier cas de figure, c'est le couple intermittent. C'est-à-dire, vous avez toujours le même partenaire qui a toujours la même, c'est-à-dire vous. Vous voyez de temps en temps, vous ne vivez pas ensemble. Bon. Et puis, des fois, vous voyez que pour avoir des rapports sexuels. La question de la contraception, c'est toujours quelque chose qui doit être contrôlé par la femme. Pourquoi? Parce que si elle est enceinte, c'est elle qui va devoir décider ce qu'elle fait. Est-ce que je garde cette grossesse? Est-ce que j'interromps la grossesse? C'est la charge mentale de ce que c'est dans un cas comme dans l'autre. C'est le coût physique, physiologique que ça. Et puis, bon, si le partenaire est un partenaire potentiellement à long terme, il peut, comment dirais-je, contribuer émotionnellement, financièrement, tout ce que vous voulez. Mais vous ne pouvez pas en être sûr, puisque vous êtes dans une situation de couple intermittent. La deuxième situation, c'est que vous êtes une femme seule. Là, encore plus. Et là, il n'y a même pas de négociation à avoir. Vous ne pouvez pas négocier avec votre partenaire une fois de temps en temps qu'il mette des préservatifs. Si vous êtes une femme seule et que vous ne savez pas sur qui vous allez tomber, si vous voulez être tranquille, il faut que vous ayez une contraception qui soit indépendante de la personne avec qui vous aurez des rapports sexuels éventuels. La seule situation dans laquelle ça peut se négocier, c'est quand on vit dans une vie de couple dans laquelle la confiance est mutuelle, partagée, et finalement vous vivez avec quelqu'un, non seulement que vous lui faites confiance, mais que c'est votre meilleur ami. Et ça, on sait très bien si on vit avec quelqu'un qui est notre meilleur ami ou pas. Moi, je savais que je voulais vivre avec une femme qui serait ma meilleure amie. Je le savais à 17 ans. C'était ça que je voulais. Ça m'a mis un peu de temps pour trouver, mais c'était ça que je voulais. Pourquoi votre meilleur ami? Parce que il s'agit d'une question de soutien mutuel qui est indépendante du désir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de désir, mais ça veut dire que même quand il n'y en a pas, on est quand même solidaires l'un de l'autre. Alors là, on peut négocier une méthode de contraception qui peut être du côté de l'homme. Cependant, le problème reste toujours celui de la femme. Je m'explique. La seule méthode qui peut, à la rigueur, laisser une femme tranquille complètement et qui est une méthode masculine, c'est la vasectomie. Un homme a une vasectomie, au bout de 3 mois, on sait qu'il ne fabrique plus de spermatozoïdes, le problème est réglé. Mais elle n'est tranquille que si elle a des relations sexuelles exclusivement avec cet homme. C'est peut-être vrai aujourd'hui, ça sera peut-être pas vrai dans 3 ans. Donc, le problème n'est pas réglé pour elle. Il est réglé dans le cadre du couple qu'elle forme à ce moment-là, mais il n'est pas réglé éternellement pour toutes les autres situations. Il ne peut être réglé que si elle-même a eu une ligature de trompe. Alors là, elle est tranquille. Elle peut avoir 12 amants si elle veut. Elle est tranquille. Et c'est pour ça que j'ai une position radicale qui consiste à dire, in fine, la décision de la méthode contraceptive doit toujours être celle de la femme. Parce qu'une femme peut accepter, par exemple, que son Jules utilise des préservatifs, en sachant qu'il y a un taux d'échec de X avec les préservatifs, en s'accommodant et en disant, bon, si le préservatif, on l'oublie dans l'émotion, ou il craque, ou il glisse, ou n'importe quoi, j'ai toujours la pilule du lendemain, elle peut accepter de le faire parce qu'elle a négocié ça avec son partenaire et qu'elle connaît les risques. Qu'elle accepte de courir les risques. Et elle peut accepter de les courir pendant 6 mois, et au bout de 6 mois, elle peut dire non, j'ai eu 3 fois peur là, les 6 derniers mois, on ne fait plus comme ça. Vous voyez, on peut toujours changer d'avis. Mais in fine, ça va toujours être sa décision.
Si c'est l'homme qui utilise une méthode de contraception, il faut que ce soit avec son accord à elle d'abord. Si elle n'est pas d'accord, ça ne résout pas son problème. Et si elle n'est pas d'accord, même si, encore une fois, même si le partenaire a une vasectomie, ça résout son problème dans l'immédiat, mais ça ne le résoudra peut-être pas toute sa vie reproductive. Donc c'est pour ça que j'ai une vision un peu, enfin, une vision radicale, qui consiste, alors, il y a des gens qui disent oui, mais comment dirais-je, ça déresponsabilise les hommes. Je dis non, parce que la responsabilisation des hommes, encore une fois, c'est pas quelque chose qui est, comment dire, qui est spontanée ou manquante. Il y a des hommes qui se sentent responsables et ils le sont tout de suite et toujours, puis il y en a d'autres qui se sentiront jamais responsables. Vous pouvez pas imposer la responsabilisation. Vous ne pouvez que la recevoir. Si un homme se sent responsable et qu'encore une fois, il dit « je veux contribuer », vous pouvez la recevoir avec plaisir et avec joie, mais vous ne pouvez pas l'imposer. Donc, pour moi, cette vision radicale, hein, la décision de contraception doit toujours être prise finalement par la femme ou avec l'accord de la femme. C'est la même chose que la décision par rapport à l'IVG. Ce qui se passe dans le corps d'une femme n'appartient qu'à cette femme. Même le géniteur biologique n'a pas son mot à dire. Pourquoi ? Parce que quand une femme est enceinte, chaque fois qu'une femme est enceinte, elle court le risque de mourir. Ce risque est faible dans les pays développés, mais il n'est pas nul. Il y a des femmes qui meurent d'une embolie pendant qu'elles sont enceintes, d'une hémorragie quand elles accouchent et d'une embolie pulmonaire à nouveau, ou d'une hypertension, ou n'importe quoi, une fois qu'elles ont accouché. Être enceinte, ça fait courir un risque vital à la femme qui est enceinte. Je n'ai jamais vu un homme mourir de la grossesse de sa compagne. À partir du moment où c'est elle qui prend le risque vital, et vous voyez que je ne vous parle même pas de la charge mentale ou de la charge physiologique qui va avoir lieu après la grossesse, parce que c'est encore ça aussi, bien sûr. Mais là, c'est autre chose. L'enfant, il est né, c'est un être séparé. Là, c'est une autre négociation. Mais quand une femme est enceinte, la seule qui prend un risque vital, c'est elle. Donc, c'est à elle de décider si elle garde la grossesse ou pas. Un point, c'est tout. Il n'y a pas de discussion. Il ne peut pas y avoir de discussion parce que si on dit oui, mais le père biologique a un droit, ça veut dire que les femmes sont des esclaves. Ça veut dire qu'elles ne sont plus des êtres autonomes dès qu'elles sont enceintes. Elles sont soumises soit aux décisions de quelqu'un d'extérieur, au nom d'une personne qui n'existe pas encore, qui est le fœtus, dont elles sont porteuses et dont elles sont quand même 50%, c'est 50% de leur génome à elles qui portent le fœtus. Il n'appartient pas plus au père qu'à elles. Mais c'est elles qui prennent les risques. Donc, c'est vrai que ça peut paraître un peu, comment dirais-je, lourd. Et je le conçois d'autant plus que je l'ai entendu chez beaucoup de femmes, la lourdeur que c'est d'avoir à gérer la contraception. Mais d'un autre côté, ce qu'on peut voir aussi, c'est que la lourdeur de la gestion de la contraception, elle est proportionnelle à, comment dirais-je, à l'attente d'autonomie et de liberté qu'une femme doit pouvoir avoir par rapport au fait d'être enceinte ou non. Parce que, encore une fois, si une femme, parce qu'elle peut être enceinte, et c'est ce que je crois, doit pouvoir décider seule d'être enceinte ou pas, d'interrompre ou de poursuivre une grossesse, elle doit aussi pouvoir être libre de choisir sa contraception sans que personne ne s'en mêle. Et surtout, sans que le choix de quiconque
interfère avec sa décision. Parce que fondamentalement, c'est un continuum, tout ça. C'est comment je prends en charge ma propre charge reproductive, on va dire. Et je pense qu'il faudrait aussi qu'on éduque les garçons, parce qu'il y a un travail à faire du côté des garçons. Je ne dis pas qu'il faut les délaisser ou dire qu'ils ne sont pas responsables. Non, il y a un travail d'éducation sur qu'est-ce que je fais, et eux aussi, qu'est-ce que je fais de ma propre charge reproductive, en sachant que je n'ai pas de droit sur le corps d'une femme qui est enceinte d'un embryon dont je suis à 50% le géniteur. Et d'ailleurs, on devrait cesser de parler des hommes en disant les géniteurs. Non, ils ne sont pas les géniteurs. Les femmes aussi, elles sont génitrices. Donc, c'est le demi-géniteur, la moitié de géniteur, ou le cogéniteur. Il ne faut pas dire les géniteurs parce qu'on a l'impression que ça vient d'eux. Ben non. Bon. Donc, pour moi, c'est une manière aussi de dire, oui, c'est un poids, certes, mais ce poids est à la mesure des exigences de liberté que vous avez. C'est-à-dire que on ne doit pas pouvoir interférer avec votre liberté par rapport à ce type de choix. Encore une fois, à tous les types de choix qu'il peut y avoir dans une vie de reproduction. C'est pour ça que je suis un militant depuis 2001 ou 2002. C'est 2001. La ligature de trompe et la vasectomie sont autorisées en France pour toute personne de 18 ans, majeure donc, qui en fait la demande avec 4 mois de délai de réflexion. Et il y a des jeunes gens, enfin des gens de tous les âges, qui disent à un moment donné, je ne veux pas avoir d'enfant, ou plus. Et on devrait les faciliter leurs décisions, puisque on n'empêche pas les gens d'avoir des enfants. On ne devrait pas empêcher les gens de ne pas avoir d'enfants. Je veux dire, c'est des citoyens, ils payent des impôts, ils votent pareil. Il n'y a aucune raison qu'on empêche des gens de décider de ne pas avoir d'enfants. Donc c'est pour ça que je suis un militant forcené de la liberté des femmes à 18 ans de décider de se faire une ligature de trompe si elles veulent. Parce qu'au fond, si elles venaient à 16 ans enceintes en disant « je veux garder ma grossesse », personne ne les avorterait de force. Et pour moi, c'est beaucoup plus lourd de conséquences d'avoir un enfant, ou même plusieurs, que de ne pas en avoir. Ne serait-ce que pour les enfants eux-mêmes et pour les autres parents. Enfin, je veux dire, moi, j'ai jamais compris la logique qui consiste à dire ah ouais, mais tu comprends, c'est une décision grave de se faire ligature des trompes. Je dis ouais, mais attends, avoir des enfants, c'est une décision grave. Moi, j'en sais quelque chose, j'en ai eu 6. Attends, c'est vachement grave, hein. Puis tu te retrouves à 67 ans avec 6 enfants. D'accord, ils sont adultes. C'est toujours pas de la tarte. C'est toujours pas de la tarte. Et je ne suis qu'un homme. Donc si moi, en tant qu'homme, je trouve ça un peu compliqué, j'imagine les femmes qui, elles, encore une fois, ont risqué leur peau. Moi, je n'ai jamais risqué ma peau en ayant des enfants. Donc, il y a certainement une éducation à faire du côté des garçons, et même une éducation croisée. C'est-à-dire, je pense qu'il faut des éducations spécifiques et des éducations croisées, c'est-à-dire faire confronter les paroles, les mythologies. Je me souviens plus, j'entendais quelqu'un il n'y a pas très longtemps dire qu'elle faisait de l'éducation aux règles, hein, au cycle menstruel, aux règles, dans des lycées, et puis elle faisait toujours une séance pour les garçons, une séance pour les filles, une séance pour les garçons, une séance ensemble. Et puis quand elle faisait la séance ensemble, les garçons, ils arrivaient en disant ben, on ne savait pas tout ça, nous. Donc, dès que vous savez ce que les autres vivent, vous commencez à avoir une autre perspective sur qu'est-ce que ça représente comme poids. Tu t'imagines, Jérôme, si tu avais besoin d'avoir tout le temps des tampons et des serviettes dans ton truc parce que tu joues au basket, tu es en train de rigoler avec tes copains, puis boum, tu as des règles. Oh, bah non, ça me ferait chier. Ah, bah oui, tu parles, Charles, etc. Donc, il y a certainement quelque chose à faire. Mais en l'état actuel des choses, jusqu'à ce qu'on ait des programmes qui soient des programmes
comment dire, éducatif adapté. Moi, je pense que il faut absolument que les femmes se battent pour avoir la plus entière autonomie par rapport aux méthodes de contraception, au choix d'interrompre leur grossesse ou non, et à leur possibilité de décider de se faire stériliser, parce qu'il faut pas que ce soit les autres qui s'en mêlent, il ne faut pas que ce soit la famille, il ne faut sûrement pas que ce soit les bons hommes. Donc c'est vrai que c'est un peu... Ou les médecins, du coup, les médecins Ni les aussi, médecins, beaucoup qui se permettent de ni, choisir. Ouais. ni les médecins, Mm. ni les médecins. C'est Ouais. certainement pas aux médecins de choisir, bien sûr. Mhm. Et d'ailleurs, bah, ça nous mène au sujet justement des violences médicales, entre guillemets, au sens très très large, et à la question qu'on s'était posée de qu'est-ce que c'est comment dire, un rendez-vous médical de contraception bien mené avec le consentement, etc. Ben, alors, tout ce que je pense à propos des violences médicales, je l'ai extrapolé des consultations de contraception, parce que c'est ça que j'ai fait le plus. Et je me suis rendu compte que c'était une sorte de, comment dire, de situation exemplaire dans laquelle je pouvais voir comment, je veux dire, on pouvait être violent. Et je pense que ça m'est arrivé d'être maltraitant et violent au début de mon expertise, au début de mon exercice, parce que j'y avais pas réfléchi tout simplement et parce que je faisais ce qu'on m'avait dit de faire. Puis petit à petit, quand on est violent avec les autres, si on a des émotions, c'est violent pour soi aussi. Alors, petit à petit, je me suis sorti de ça. Je donne un exemple tout simple, c'est il y a quelque chose que je considère comme extrêmement violent et intrusif, mais ce n'était pas considéré comme ça il y a 40 ans, c'est le fait de voir entrer une femme, de lui dire déshabillez-vous, de la faire allonger et de lui faire un examen gynécologique. Je trouve ça, et j'ai toujours trouvé ça intrusif et brutal. Pour moi, on ne touche pas les organes sexuels de quelqu'un sans y avoir été invité. Donc petit à petit, je ne l'ai plus fait. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à potasser en me disant mais est-ce que je dois le faire? Est-ce que c'est médicalement utile de le faire? Ou indispensable? Puis petit à petit, j'ai découvert que non. Pourquoi? Parce que contrairement à la situation vétérinaire, dans beaucoup de cas, on peut poser des questions aux gens. C'est-à-dire ils peuvent vous donner des informations directement sans qu'on ait besoin de les toucher. Et on ne les touche que quand vraiment ça va apporter un renseignement suffisant. Donc, en consultation de contraception, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a affaire. Vous y allez, vous n'êtes pas malade. Hein. Vous voulez éviter un phénomène physiologique qu'est la grossesse. Bon. Donc, premièrement, on doit partir du principe, la personne qui est en face de vous doit partir du principe que vous êtes une personne autonome, puisque vous faites de la prévention. Vous avez été capable d'anticiper sur l'éventualité d'une grossesse pour venir et dire je ne veux pas être enceinte. Alors, quand je recevais des adolescentes de 13 ans ou de 14 ans qui venaient sans leur mère en me disant je veux une contraception, la première chose que je leur disais, c'est écoutez, je vous remercie de la confiance que vous me faites en me voir et je suis de tout cœur avec vous parce que je trouve que c'est extrêmement courageux de se prendre comment dirais-je, de se prendre par la main et d'aller demander, voir un étranger pour lui demander quelque chose. Mais ça ne peut être que louable. Enfin, je veux dire, une adolescente de 14 ans qui demande la pilule, c'est une adolescente qui a réfléchi. Je veux dire, moi, ça tombe sous le sens. Donc, la première chose, c'est que vous devez avoir affaire à quelqu'un qui vous reçoit et qui vous respecte comme quelqu'un qui est autonome, puisque vous faites une démarche de prévention, une démarche de prise en charge de vous-même, etc. La deuxième chose, c'est que, et ça c'est encore malheureusement très fréquent, qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes professionnels de santé, ils ne devraient pas porter de jugement sur vous, sous aucune forme et à aucun égard, ni sur votre aspect physique,
ni sur votre poids, ni sur ce que vous lui dites de leur vie, de votre vie, ni sur le fait que, je ne sais pas moi, vous voulez changer de contraception parce que celle que vous aviez avant ne vous convient pas, ni parce que, ni sur la façon dont, je sais pas moi, vous êtes entre deux partenaires et puis, ou même vous avez deux partenaires et vous voulez être vraiment tranquille parce que c'est quand même compliqué quand on a deux partenaires quand on est enceinte. Bon. C'est déjà compliqué sans être enceinte, mais quand on est enceinte, c'est encore plus compliqué. Bon. Donc, l'une des choses les plus importantes, c'est ça, au fond. Ce n'est pas vraiment les compétences techniques du médecin, parce que tous les médecins, aucun médecin ne sait tout, mais quelqu'un qui est ouvert, quelqu'un qui vous respecte, quelqu'un qui vous reçoit, encore une fois, avec respect et bienveillance, quelqu'un qui écoute vos demandes, parce que c'est ça aussi. Il ne suffit pas que je vous reçoive avec bienveillance, il faut que je vous demande de quoi vous avez besoin. Et que j'entende votre demande, encore une fois, sans jugement. C'est-à-dire sans poser de questions inquisitrices, sans dire, sans avoir des remarques un peu... Et en disant, bon, en entendant ce que vous dites de manière factuelle. Parce que c'est ça, c'est son attitude qui va conditionner la façon dont il va vous aider ou elle va vous aider. Elle va répondre à vos besoins. Fondamentalement, il faut que la personne que vous allez voir se mette à votre service. Et il y a beaucoup, malheureusement, de professionnels de santé qui ne veulent pas se mettre au service des personnes soignées parce qu'elles ou ils ont le sentiment que c'est comment dirais-je, c'est déchoir. Mais non, ce n'est pas du tout déchoir. Rendre un service qui est un service de santé, c'est au contraire, comment dirais-je, c'est extrêmement honorable, parce que d'abord, les gens vous font confiance, et ensuite, c'est extrêmement gratifiant. Hein, l'histoire que je raconte avec le plus de plaisir, c'est l'histoire de cette jeune femme de 20 ans qui vient me voir après une IVG. Il me semble que c'était moi qui avais fait l'IVG et qui me dit j'utilisais que des préservatifs parce que les méthodes hormonales me sont interdites pour une raison médicale. Mais maintenant que j'ai été enceinte avec des préservatifs, j'ai très peur. Et je lui ai dit, c'était en 93. Et je lui ai dit, on peut vous poser un stérilet si vous voulez. Elle me disait, mais tout le monde dit qu'il ne faut pas porter stérilet quand on n'a pas d'enfant. Je dis non, c'est une légende franco-française. Hein. Vous allez aux Pays-Bas, en Angleterre, etc. On pose des stérilets. Moi, à la fin de ma pratique, au début des années 2000, j'avais des patientes de 14 ans qui avaient des stérilets, à qui j'avais posé des stérilets à leur demande. Et donc, elle me dit, d'accord, on essaye. Pour elle, le bénéfice d'avoir son stérilet et d'avoir pu ensuite avoir les enfants qu'elle voulait quand elle les a voulu, non seulement c'est du 100% de bénéfice pour elle, mais pour moi, je peux raconter l'histoire toute ma vie. On est encore amis Facebook. Elle, sur Instagram, elle poste les photos de ses enfants. Quand je vois les enfants, je sais que ces enfants, ils sont magnifiques. Hein. Je sais que c'est comme si c'était mes neveux, quoi. Et je suis jamais allé chez elle, elle n'est jamais venue chez moi. On n'a jamais eu d'autres relations et d'autres échanges que dans le cadre du cabinet médical. Mais la gratification d'avoir rendu service à cette jeune femme qui maintenant a plus de 40 ans, je veux dire, je peux mourir. Vous voyez? Donc, c'est ça aussi, c'est avoir le sentiment qu'on est face à quelqu'un qui est là pour vous rendre service, fondamentalement. Et pour vous rendre service, quelle que soit la décision que vous allez prendre. Encore une fois, sans vous dire « ouais, mais moi, si j'étais vous ». Non, non, elle n'est pas vous. Elle a peut-être des préférences, elle a le droit d'avoir des préférences. Moi aussi, j'avais des préférences. Mais fondamentalement,
j'étais toujours du côté de la décision que la femme prenait, même si ce n'était pas une décision que j'aurais prise à sa place, mais je n'étais pas à sa place. Et c'est ça qui permet qu'une consultation, toute consultation d'ailleurs, mais en particulier une consultation de contraception, se passe bien. Il faut rappeler aussi, il faut garder à l'esprit aussi que tout le monde a des sentiments très ambigus par rapport à la sexualité, mais aussi à la reproduction et à la parentalité. Ce n'est pas uniquement une question de sexualité. Si beaucoup de médecins sont réticents à prescrire la contraception que les femmes demandent, ce n'est pas seulement parce qu'ils ne veulent pas que les femmes aient des rapports sexuels, c'est aussi parce qu'ils ont eux-mêmes ou elles-mêmes des sentiments un peu compliqués par rapport au fait d'avoir, de vouloir, de pouvoir ou de ne pas pouvoir avoir des enfants. Et ça, vous ne pouvez pas le savoir au début. Mais quand on émet des préférences, on voit tout de suite si les gens écoutent nos préférences avec un jugement ou sans jugement. Et si vous voulez, pour synthétiser, je dirais, quand vous allez voir un professionnel de santé ou une professionnelle de santé, n'hésitez jamais à être vous-même. Parce qu'au pire, qu'est-ce qui va se passer? Au pire, vous allez avoir affaire à une crétine ou à un crétin qui va vous faire des commentaires désagréables et vous ferez en sorte de ne pas retourner le voir ou la voir. Mais au mieux, vous aurez affaire à quelqu'un qui va vous dire, écoutez, je vois exactement de quoi vous avez besoin, travaillons à ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai que c'est risqué. Encore une fois, pour le moment, il y a encore beaucoup de crétines et de crétins, c'est dommage. Il y en aura de moins en moins, parce que les nouvelles générations de soignantes changent. Enfin, il y a des jeunes gens qui ont justement pas envie de faire comme elles ont été traitées. Mais ça vaut la peine, parce que c'est comme ça qu'on identifie. Et les principes sont les mêmes pour tout, pas seulement pour la contraception. C'est ça, c'est vouloir vous rendre service, pas porter de jugement, et puis surtout ne pas porter de jugement dans tous les sens, c'est-à-dire aussi bien, encore une fois, sur votre aspect physique que sur votre vie. Oui, tout à fait. Et du coup, la grande question qui nous a été aussi là posée dans la discussion, c'est la place de l'homme dans tout ça. On en a un peu parlé, mais comment un homme, pour le coup, peut comment dire, trouver sa place sans non plus être trop intrusif, mais avoir quand même sa place dans tout ça. Moi, je pense qu'un homme, il peut avoir sa place comme il a sa place dans tout. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on ne peut pas partager, c'est-à-dire, comment vous dire? Prenez l'exemple d'un couple de jeunes gens qui sont étudiantes et étudiants. Ils ne peuvent pas choisir à la place de l'autre ce que l'un des deux va faire de sa carrière quand il y a plusieurs voies de branchement. Hein. Vous voulez, bon, je sais pas moi, vous faites une profession de santé, il y a plusieurs types de spécialités. Ce n'est pas votre conjointe ou votre conjoint qui va décider la spécialité que vous allez faire. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas décider avec l'autre, et encore moins à sa place. En revanche, ce qu'on peut toujours faire, c'est soutenir. Et moi, si j'avais quelque chose à dire aux hommes, c'est soutenez vos compagnes. Et soutenez-les, ça veut dire, quand elles en ont marre de prendre la pilule et qu'elles cherchent une autre méthode, eh ben, comment dirais-je, soulagez-les en disant, voilà, en faisant des propositions. Est-ce que tu veux qu'on passe au préservatif? Est-ce que tu veux... Bon, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux contribuer? Demandez-leur ce qu'elles veulent. C'est ça, soutenir. C'est demander-leur ce qu'elles veulent et puis soutenez-les dans leurs décisions et dans leurs désirs. Vous ne pouvez pas prendre la décision à votre place, mais vous pouvez les soutenir. Une femme est enceinte et elle ne sait pas quoi faire. Est-ce que je garde cette grossesse? Est-ce que je l'interromps? C'est votre compagne. Vous avez décidé de vivre aussi longtemps que possible ensemble et de faire quelque chose ensemble. Soutenez sa décision, quelle qu'elle soit. Ah, ça ne va pas être facile. Mais c'est la seule manière d'aider.
c'est de soutenir la décision quelle qu'elle soit. Parce que, encore une fois, quand on s'engage dans une relation, il faut aussi, voilà, alors ça peut être aussi ça. Vous avez une relation épisodique vous êtes un homme, vous avez une relation épisodique avec une femme. Posez-vous la question de savoir, est-ce que cette relation épisodique, je préfère qu'elle reste épisodique ou j'aimerais bien qu'elle devienne permanente. Si elle devient permanente, ça veut dire que je m'engage à un certain nombre d'événements. Donc la première chose qu'on doit discuter, c'est est-ce qu'on veut des enfants? Est-ce qu'on veut tous les deux des enfants? Est-ce qu'on préférait ne pas avoir d'enfants? Est-ce que toi, tu veux d'un enfant, moi, j'en veux pas, ou l'inverse? Il ne faut pas partir du principe, par exemple, quand on est un homme, qu'une femme veut toujours avoir des enfants. C'est pas vrai. Il y en a oui, il y en a non. Et puis, c'est très compliqué, le désir d'enfant. Ça fluctue avec l'âge, etc. Le soleil, les conditions économiques. Bon. Donc, moi, c'est ça que je dirais à des hommes. Je dirais, préparez-vous à soutenir votre compagne dans tout ce qui est la vie reproductive. Préparez-vous à la soutenir dans ses décisions. Parce qu'encore une fois, c'est elle qui prend les risques vitaux. Si vous n'êtes pas prêt à la soutenir, à ce moment-là, vous devez avoir l'honnêteté de dire « je ne suis pas prêt à te soutenir là-dedans », donc il faut que cette relation s'interrompe. Mais ça ne peut pas être… Mais il faut mettre les cartes sur la table. C'est-à-dire, un homme ne veut pas d'enfant du tout, il faut qu'il le dise tout de suite. Il ne faut pas qu'il attende que la fille, ça fasse 5 ans qu'ils vivent ensemble. Ce n'est pas un objet, qu'on utilise pour son plaisir sexuel, une personne. Donc, il faudrait le dire tout de suite. C'est ça, il faut que vous soyez… Comment dirais-je, on peut pas… Enfin, les hommes ne peuvent pas demander aux femmes de leur donner tout ce qu'ils demandent sans leur donner tout ce qu'elles demandent en échange. Enfin, et je ne parle pas de bien matériel, là, je parle, encore une fois, de soutien émotionnel, d'accompagnement, de solidarité, de soutien logistique. Et ça peut être très simple, hein, ça peut être j'ai peur d'oublier ma pilule, pose-moi la question le soir si je l'ai prise. Bon, maintenant, on a les téléphones portables, ça sonne, etc. Mais ça peut être… Moi, c'est ce que je faisais. Hein, je veux dire, quand je vivais avec une femme qui prenait la pilule, le soir, je lui demandais t'as pensé à prendre ta pilule? Oui. Ou non. Ah non, tiens, j'ai oublié. Bon, très bien. Ça n'a pas besoin d'être très spectaculaire. Il faut être là, quoi. Je pense que c'est ça. Ce qu'on peut attendre des hommes, c'est qu'ils soient là. Et si un homme veut aussi gérer du coup sa contraception à lui, parce que j'imagine qu'il y en a aussi qui sont dans des cas, je sais pas, j'imagine avec plusieurs partenaires et qui veulent s'assurer, eux, de pas mettre une de leurs partenaires enceinte, ou alors qui sont en couple et qui veulent partager la contraception, parce que j'imagine aussi qu'il y a des couples où la contraception peut être des deux côtés en même temps, que c'est la femme à la sienne et l'homme à la sienne pour que ça fasse doublement une protection. Bien sûr, c'est Des toujours possible. contraceptions masculines hors préservatif, est-ce que vous savez un peu où ça en est du coup? On Alors, m'a déjà posé la question. il y a une méthode qu'on m'a présentée il n'y a pas très longtemps, que je ne connaissais pas, qui est une méthode, si vous voulez, c'est la même base théorique que les slips chauffants. Les slips chauffants, c'est quoi? C'est en fait la raison pour laquelle les testicules sont à l'extérieur, c'est parce que les spermatozoïdes ne se fabriquent pas bien à la température interne du corps qui est 37. Donc, alors que les ovaires sont intérieurs dans le corps des femmes, quand les garçons naissent, en principe, leurs testicules qui sont au départ intérieurs migrent dans les scrotums, dans le scrotum, dans les bourses. Et d'ailleurs, des fois, il y a des garçons qui naissent avec un testicule qui n'est pas descendu et on le fait descendre parce qu'autrement, il y a un risque d'infertilité, puis il y a aussi un risque de cancérisation si ça reste comme ça pendant des années. Donc, il y a deux principes qui consistent finalement à réchauffer les testicules pour ralentir ou diminuer de façon extrêmement importante la production de spermatozoïdes. La première, c'est, entre guillemets, le slip chauffant. En fait, ce sont des sous-vêtements
qui maintiennent la température des testicules à peu près à 37 degrés. Et donc, le spermogramme chute. C'est-à-dire que la quantité de spermatozoïdes fabriqués diminue de façon très importante jusqu'à être, en principe, inférieur à 1 million par millilitre. En principe, un sperme dans lequel les spermatozoïdes sont en nombre inférieur à 1 million par millilitre n'est pas fertilisant. Ça, c'est en principe. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes faits pour nous reproduire. Et on voit quand même des grossesses chez des hommes qui spontanément sont infertiles, c'est-à-dire qu'ils ont un spermogramme extrêmement faible. Ça se voit aussi. Et ce n'est pas parce qu'elles ont fait des galipettes avec le meilleur ami. Hein. Non, c'est bon. Donc, ça, c'est la première méthode. Il y a une deuxième méthode qui apparemment qui fonctionne très bien, qui est une méthode mécanique qui consiste à utiliser un anneau, qui est un anneau en silicone, que l'homme enfile sur sa verge et qui serre le scrotum de façon à ce que les testicules remontent dans l'abdomen. C'est-à-dire qu'en fait, il se balade avec cet anneau en permanence pour que ces testicules restent intra-abdominaux. Manifestement, ça obtient le même résultat, c'est-à-dire que comment dirais-je, on a un spermogramme qui est, comment dirais-je, avec des spermatozoïdes très rares. Dans un cas comme dans l'autre, le problème de ces méthodes contraceptives, c'est qu'elles ont une certaine efficacité, il n'y a pas de discussion là-dessus, mais elles comprennent des contraintes physiques qui, comme la contrainte physique de prendre la pilule, comme la contrainte physique d'utiliser un stérilet, comme la contrainte physique d'utiliser un diaphragme, par exemple, une cape cervicale, peut être plus ou moins bien tolérée par certains hommes et pas par d'autres. C'est-à-dire qu'il y a des options. Ces options demandent que les hommes qui veulent s'en occuper les explorent, qu'ils les essayent, en sachant que peut-être qu'elles ne leur conviendront pas. Et ce n'est pas plus discutable de dire pour un homme, bah, moi, ces méthodes ne me conviennent pas, que pour une femme. Et il n'en reste pas moins qu'on en revient toujours au même problème. Même un homme qui utilise, mettons, cet anneau, je me souviens plus, ça a un nom, mais je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Même un homme qui utilise cet anneau, il a un spermogramme à moins d'1 million. S'il y a une grossesse qui survient quand même, ça va quand même être le problème de la femme. Une vasectomie, je ne sais pas si vous savez, mais une vasectomie, quand on fait une vasectomie, on demande aux conjointes des hommes à qui on fait une vasectomie de continuer à utiliser une contraception au moins 3 mois, parce qu'il reste des spermatozoïdes dans les déférents. On a beau couper les déférents, il reste des spermatozoïdes en aval, puisqu'ils mûrissent tout au long des déférents, c'est-à-dire du tube qu'on coupe. Il reste des spermatozoïdes en aval, et on considère qu'il n'y a plus de spermatozoïdes au bout de 3 mois ou de, je ne sais plus combien, 200 éjaculations. Enfin bon, il y a un chiffre comme ça. Mais tout ça est très relatif. On sait quand même qu'au bout de 3 mois, s'il n'y a plus de spermatozoïdes dans le sperme, bon, ben voilà, là, c'est réglé. Pour ces autres méthodes, qui sont des méthodes intermittentes temporaires, qui sont censées être réversibles, c'est-à-dire que vous êtes censé pouvoir enlever votre slip chauffant et vous retrouverez un spermogramme normal, ou arrêter le port de l'anneau et vous allez retrouver un spermogramme normal. Pour ces méthodes-là, ce n'est pas du 100%. Je vous prends un exemple encore plus fréquent, c'est le couple qui décide d'avoir recours à une contraception, je vais dire naturelle, mais une contraception fondée sur le calcul du cycle, et puis l'utilisation de préservatifs à certains moments du cycle et pas à d'autres.
Là, c'est une contraception partagée, puisque à certains moments, quand la femme sait qu'elle n'est pas fertile, on se passe de préservatif. Quand elle pense qu'elle est fertile, le partenaire utilise des préservatifs. C'est une contraception entièrement partagée. Là, il faut même que le calcul, on le fasse ensemble et qu'on soit d'accord. Même si on le fait avec un petit tabac ou un petit ordinateur qui calcule ça. Mais encore une fois, on ne peut utiliser cette méthode que si on est d'accord et on a envisagé le fait que la méthode peut échouer. Parce qu'in fine, encore une fois, les conséquences physiques et physiologiques de l'échec de la méthode, ce sera toujours pour la femme. Donc ça ne peut être utilisé, toutes ces méthodes qui font intervenir la participation de l'homme ne peuvent être utilisées, à mon avis, de manière tranquille et paisible que si le couple est d'accord, s'ils ont parlé de l'éventualité d'une grossesse, s'ils ont parlé de, bon, bah, s'il y a une grossesse, qu'est-ce qu'on fait? Et en général, c'est les couples qui envisagent d'avoir un ou des enfants dans un avenir plus ou moins proche et qui acceptent l'éventualité d'une grossesse, ou encore les couples qui ont décidé que, dans un délai de 3 ans ou 4 ans ou 5 ans, je ne sais pas, non, on veut pas on veut pas d'enfant, mais la femme a dit, de toute façon, moi j'ai bien réfléchi, si jamais j'étais enceinte dans ce délai de 5 ans, j'irai interrompre ma grossesse, c'est une décision que j'ai prise, j'ai bien réfléchi, etc. Très bien. Mais vous voyez bien que ça ne peut pas être un truc, ça ne peut pas être juste, ah bah oui, tiens, je vais participer à la contraception. Je suis un homme, je vais participer. Non, c'est forcément une discussion du couple. C'est forcément une discussion du couple. Oui, tout à fait. Je pense qu'on a abordé la majorité des sujets qu'on voulait aborder. Si vous voulez passer aux questions ou ajouter autre chose, je ne sais pas. Moi, oui, c'est ça, c'est l'androswitch. Merci à, je ne sais pas, c'est Louise qui a dit ça. L'androswitch, elle a donné le lien dans le chat. Voilà, anneau contraceptif thermique, exactement, c'est ça. Donc, c'est dans dans la discussion. C'est la dernière entrée là. C'est ça la méthode masculine qu'on va présenter pas longtemps. Et j'ignorais son existence, on apprend tous les jours. Donc oui, si vous avez s'il y a des questions, s'il y a des questions parmi les personnes qui sont présentes, je serais heureux de les prendre les unes après les autres et d'y répondre. Aurélien, a-t-il été prouvé que les hormones peuvent diminuer l'espérance de vie avec ou sans pilule, comme ça peut être le cas en vétérinaire? Des opérations de gonadectomie seraient-elles envisageables avec le problème de perte de libido, bien sûr? Alors, il y a des cas où on sait que les hormones féminines peuvent diminuer l'espérance de vie. Je pense à 2 cas en particulier. Les cancers du sein et les cancers de l'ovaire chez des femmes qui sont porteuses de gènes favorisant le cancer du sein ou le cancer de l'ovaire. Et ça, c'est une transmission familiale, c'est ce qu'on appelle les gènes BRCA1 et BRCA2. C'est souvent des histoires, encore une fois, de transmission familiale. Donc, il y a des antécédents de cancer de l'ovaire ou de cancer du sein chez les mères, les grands-mères, les tantes. Et c'est ce qui amène parfois certaines femmes soit à demander une mammectomie préventive pour éviter d'avoir un cancer du sein, soit même parfois de demander une ovariectomie préventive. Ça veut dire que si elles ne veulent pas se retrouver en ménopause précoce, il faut qu'elles prennent un traitement hormonal substitutif, qui lui-même a d'autres inconvénients à long terme. Mais encore une fois, ça c'est une question, moi personnellement, moi qui suis un homme, je ne vous cache pas que quand j'entends dire qu'une femme s'est fait faire une mammectomie bilatérale pour éviter un cancer du sein, ça me brutalise. Ça me fait mal. Mais c'est son choix. Ce n'est pas ma vie, ce n'est pas mes seins, c'est les siens.
Euh, et je pense que même si parfois on est amené à prendre des décisions radicales, mais au fond, par exemple, avoir un enfant, c'est une décision radicale dans la vie, je pense que oui, il n'y a pas de jugement à porter. On peut avoir des émotions par rapport à ça, mais il n'y a pas de jugement à porter. L'autre circonstance dans laquelle, en dehors de ces comment dirais-je, cette chose très particulière qui concerne quand même une petite proportion de femmes, hein, c'est de l'ordre de 5 ou 10% peut-être, c'est l'utilisation de la pilule, c'est pas 90, c'est 5 Oui, ou 10. Bon. Je veux pas dire que c'est négligeable, hein, je dis que c'est oui, faible, oui, bien sûr. pas négligeable. Pour la femme que ça concerne, c'est du 100%, on est d'accord. Mais l'autre circonstance, et plus prosaïquement, on sait que le risque de cancer du sein est un peu plus élevé quand les femmes prennent la pilule avec des estrogènes au-delà de l'âge de 35 ans. Parce que les cancers du sein, en général, c'est 45-50 ans, quand il n'y a pas de cancer familial, hein, quand c'est les cancers qui surviennent après l'âge de 50 ans, sans antécédents familiaux particuliers. Le risque est un peu plus élevé, mais il était élevé de l'ordre de 1 ou 2 pour 10 000. Et ça, c'est C'est-à-dire quand la pilule est prise après l'âge de 30 ans ou quand elle a juste été prise trop longtemps jusqu'à l'âge… non, quand elle est prise après 35 ans, D'accord. tout simplement parce que ce n'est pas la durée de la prise de la pilule, c'est le délai de prise de la pilule après 35 ans, parce qu'après 35 ans, on a plusieurs facteurs qui s'additionnent. On a l'âge, et l'âge est un facteur d'augmentation des mutations. Il y a les hormones elles-mêmes, et puis il y a la présence éventuelle d'un cancer préexistant. Il faut savoir que quand une femme se découvre une boule dans le sein qui est un cancer, la première cellule cancéreuse est apparue 20 ans plus tôt. C'est pour ça que les cancers du sein à 25 ans, ça existe, mais c'est très rare. Pourquoi? Parce qu'il peut se développer des cellules cancéreuses dans le sein à partir du moment où il y a un sein. Bon. Donc, c'est pour ça que la majorité des cancers du sein, c'est 45-50 ans. Parce qu'il faut qu'il y ait eu au moins 30 ans d'évolution pour qu'on les diagnostique. Donc, on sait que le risque d'avoir un cancer est un peu plus élevé quand les femmes prennent la pilule. Et encore une fois, prennent des estrogènes, pas les progestatifs. Les progestatifs, on peut en prendre toute sa vie, mais les estrogènes au-delà de 35 ans. Mais ce risque, il s'élève un petit peu. Il n'est pas massivement plus élevé. Donc, je ne crois pas que tout ça justifie de faire des ovariectomies ou des orchidectomies préventives, parce que quand même, les hormones sexuelles, ce n'est pas seulement le désir, hein, elles ont des effets physiologiques sur beaucoup d'organes. Ce n'est pas confortable de vivre en carence estrogénique ou en carence androgénique toute sa vie. Donc, non, je ne crois pas. Je pense que, encore une fois, si on ne veut pas avoir d'enfant, la méthode la plus simple, c'est la vasectomie ou la ligature de trompe. Et ça, on peut le faire très tôt, à condition effectivement, il y a de plus en plus de gynécologues qui acceptent de le faire et d'urologues, mais c'est la méthode la plus simple. Et celle-là, elle n'a pas d'effet sur la libido, elle n'a pas d'effet sur… les effets secondaires sont, comment dire, très peu fréquents. Et bon, on est quand… Vous savez, par exemple, moi, j'ai vécu 1 an aux États-Unis au début des années 70 et je suis retourné en 76. Et en 76, j'ai voyagé avec un couple qui avait un enfant dans leur camping-car. On est allé de Minneapolis à Portland, dans l'Oregon. Et puis, j'allais à Portland, donc ils m'ont proposé de m'emmener. C'était des gens que je connaissais un peu. Et puis, pendant le voyage, ils m'expliquent que après avoir eu leur enfant, ils ont décidé qu'ils n'en auraient plus. Et la question s'est posée, lequel de nous deux se fait stériliser? Puis ils ont regardé, et puis l'homme a dit, je trouvais que c'était une opération moins lourde que ce soit moi. Donc il est allé se faire une vasectomie, et il présentait la vasectomie comme un quart d'heure de désagrément pour une vie de liberté et de plaisir. Bon. Encore une fois, ça a été une discussion qu'ils ont prise ensemble, que sa compagne a accepté. Mais l'effet sur leur
sur leur vie a été, encore une fois, une liberté extraordinaire. Alors évidemment, si jamais un jour, je ne sais pas ce qui leur est arrivé, si un jour ils se sont séparés, le problème s'est reposé à nouveau pour elle. Mais dans un pays comme les États-Unis, si elle décidait d'avoir une ligature de trompe, elle laisse la faire, c'était fini pour elle aussi. Donc je pense qu'il faut toujours regarder les choses de façon prospective en se disant, bon, comment je me vois dans le futur proche, immédiat ou dans le futur à distance? Qu'est-ce que j'ai envie de construire avec ma compagne ou mon compagnon? Quelles mesures je prends? Mais je pense que les meilleures mesures, c'est les plus simples. Ce n'est pas forcément les plus radicales, parce que quand même, euh, encore une fois, une variectomie ou une orchidectomie. Ouais. Comment faire? Alors attendez, je regarde ce qui a été mis. Vous savez pourquoi la commercialisation de la pilule masculine n'a pas abouti? Avez-vous un avis sur ces contraceptions? Le problème des méthodes contraceptives pour les hommes, c'est que on ne peut pas, et il faut savoir que les pilules féminines ont été mises au point à une époque où on avait très peu d'exigences éthiques par rapport à l'expérimentation. Par exemple, la pilule a été expérimentée sur des femmes à Porto Rico et non pas sur des femmes américaines, parce que les autorités américaines n'ont pas autorisé l'expérimentation en Amérique. Les expérimentateurs voulaient pouvoir la proposer aux femmes américaines. On dit non, non, vous allez faire ça à Porto Rico. Les portoricaines étaient très contentes parce que les portoricaines, elles avaient un problème comment dirais-je, de surpopulation monumentale. Mais c'est elles qui ont aussi essuyé les plâtres, c'est-à-dire tous les accidents liés au dosage élevé des pilules dans les années 50 et 60. C'est les portoricaines, puis les américaines ensuite, qui les ont essuyés. Jusqu'à ce qu'on comprenne, il fallait faire baisser les taux d'hormones pour ne pas provoquer trop de phlébites et de choses comme ça. Maintenant, on a des repères et des exigences éthiques par rapport au fait de tester les médicaments qui sont les mêmes, en principe, pour les hommes et pour les femmes, et qui sont bien plus élevés qu'il y a 50 ans. Donc, on ne peut plus tester une pilule pour hommes comme on a testé les pilules pour les femmes. On a besoin de beaucoup plus de sécurité, tout simplement parce que les législations internationales l'exigent. Vous ne pouvez pas juste expérimenter des médicaments sur des gens sans savoir quel est leur degré de toxicité, quels sont les effets secondaires graves, etc. Et si on n'obtient pas un produit qui, 1, a une efficacité suffisante, 2, qui a une absence de toxicité, ou une absence de toxicité mesurable, des effets secondaires rares, on ne peut pas les prévoir. Il faut que ça reste rare. Autrement, il ne faut pas mettre le médicament sur le tapis. Et troisièmement, une réversibilité en matière de contraception qui est totale, on ne peut pas le commercialiser. Et pour le moment, les pilules qui ont été expérimentées, mais je pense à une autre méthode qui s'appelle le Vasalgel. Le Vasalgel, c'est une injection d'un produit qui forme des cristaux à l'intérieur des déférents et qui, en fait, quand il est dans les déférents, empêche les spermatozoïdes, enfin, quand les spermatozoïdes passent dessus, ils se détruisent. C'est une sorte de filtre cristallin à spermatozoïdes. Et l'idée du Vasalgel, c'est très intéressant, c'est qu'on injecte le Vasalgel dans les déférents, et puis quand l'homme veut redevenir fertile, on lui fait une injection qui dissout le Vasalgel. Ça a été expérimenté en Inde. En Inde, au Pakistan, je ne vous dis pas, ils ont un problème aussi de contraception, et les hommes veulent avoir une contraception. Mais soit le produit, il y avait une pilule aussi à base d'un produit qui s'appelle le Gossipol qui a été étudié en Chine, soit le produit n'est pas suffisamment efficace. À ce moment-là, si vous prenez une pilule mais que votre pilule n'est pas efficace pour vous empêcher une grossesse chez votre partenaire, vous n'allez pas la prendre. Soit le produit avait une toxicité, le Gossipol, c'était un produit qui entraînait stérilité. Alors, au bout de 6 mois de Gossipol, les hommes ils étaient stériles, ce n'était pas le but recherché. Ou bien alors, la sécurité d'emploi, comme avec le Vasalgel, n'était pas assurée. C'est-à-dire que, comme il faut injecter quelque chose dans le déférent, on peut aussi avoir des complications de l'injection. Vous créez un hématome, etc. Bon. Et c'est toujours ce type de raison qui empêche un produit d'arriver sur le marché.
C'est-à-dire que les exigences sécuritaires sont beaucoup plus draconiennes que ce qu'il y avait il y a 50 ans. Et il y a 50 ans, encore une fois, on testait des médicaments dans des conditions qui étaient éthiquement pas du tout acceptables, telles qu'on le voudrait aujourd'hui. Les exigences sont telles qu'il y a beaucoup de médicaments qu'on ne peut plus commercialiser parce que, encore une fois, on n'a pas la sécurité, la réversibilité et puis la facilité d'emploi. Et je voudrais aussi préciser que c'est plus compliqué d'avoir une contraception hormonale ou une contraception médicamenteuse pour les hommes que pour les femmes. Parce que la pilule, toutes les méthodes hormonales pour les femmes, c'est des méthodes qui reposent sur un phénomène physiologique qui est qu'une femme enceinte n'ovule pas. Quand une femme a un taux d'hormones élevé correspondant à une grossesse en cours, son hypophyse ne déclenche plus l'ovulation. Donc, une femme qui prend la pilule, en fait, vous faites croire à son cerveau qu'elle est déjà enceinte. C'est pour ça qu'elle peut avoir des signes sympathiques de grossesse si la pilule est mal tolérée, qu'elle peut avoir envie de vomir, qu'elle peut avoir une baisse de libido, etc. Ça, c'est des signes sympathiques de grossesse. Si vous lui donnez une hormone, son cerveau interprète ça comme une grossesse en cours, donc je mets l'ovulation en suspens. Parce qu'autrement, les femmes pourraient être enceintes de plusieurs grossesses d'âge différents en même temps. Vous voyez le soc. Mais ça, on profite, si vous voulez, d'une méthode, on profite d'un phénomène physiologique qui peut être reproduit artificiellement. Chez l'homme, il n'y a pas de phénomène physiologique qui interrompt périodiquement la spermatogenèse. La spermatogenèse, elle est constante depuis la puberté jusqu'à un âge très avancé. Même si les spermatozoïdes ne sont pas de bonne qualité après passer un certain âge, il y a quand même des spermatozoïdes. Il n'y a pas de méthode simple pour interrompre la spermatogenèse et pour la recommencer. C'est pour ça que c'est plus compliqué. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas. Il y aurait un marché énorme en Chine, en Inde, au Pakistan, qui sont les pays les plus peuplés au monde. Il y aurait un marché considérable pour des contraceptions pour hommes, bien tolérées, faciles à prendre et tout. C'est d'ailleurs dans ces pays-là que la vasectomie est la plus répandue. Bon, et puis dans les pays développés qui ne sont pas attardés mentalement comme la France et ses institutions, en Angleterre, aux États-Unis, je crois qu'il y a 40 millions de personnes qui ont eu des vasectomies en 30 ans. En France, on a toujours l'impression qu'avoir une vasectomie, c'est comme si on allait vous couper les testicules et le pénis en même temps. Pas du tout. Mais il y a tout un tas de résistances culturelles. Alors après, donc il n'y a pas de durée sur la prise de la pilule. Non, vous pouvez prendre la pilule de 14 à 35 ans. Et il n'y a pas de risque de fertilité avec la pilule. C'est comme si, encore une fois, je vous ai expliqué le principe de la pilule. Les méthodes hormonales vous font croire que vous êtes enceinte. Si vous dites la pilule, ça rend stérile, ça veut dire la grossesse rend stérile. Non. Au contraire, quand vous prenez une pilule, vous prenez 40 fois moins d'hormones que quand vous êtes enceinte. C'est pour ça d'ailleurs que, on disait tout à l'heure que la grossesse, vous courez un risque vital quand vous êtes enceinte à cause des problèmes, ce serait qu'à cause des problèmes vasculaires inhérents à la grossesse, mais les phlébites, les embolies pulmonaires et les hypertensions sont bien moins fréquentes avec la pilule qu'avec une grossesse. Quand vous prenez 10 000 femmes qui prennent la pilule et 10 000 femmes qui sont enceintes, il y a plus de décès dans le groupe des femmes enceintes. Et je vous parle de femmes, de groupes comparables, de femmes en bonne santé dans un pays développé, c'est-à-dire qui ne meurent pas de faim, etc. Il y a beaucoup plus de décès dans le groupe grossesse. Donc, non, il n'y a pas de limite. Il y a une limite d'âge. C'est toujours beaucoup plus prudent d'arrêter la pilule à 35 ans, pas seulement à cause du risque de cancer du sein, mais aussi plus immédiatement le risque de thrombose, parce que le risque de thrombose augmente avec l'âge, qui est 35 ans. Et puis aussi avec le tabac, c'est-à-dire si vous avez 35 ans, il vaut mieux arrêter votre pilule, mais si vous fumez, il faut absolument arrêter votre pilule si vous ne pouvez pas arrêter de fumer. Et prendre une pilule contraceptive progestative ou un stérilet, parce que là, vous ne courez pas de risque. Donc, 35 ans tabac, pas d'estrogène. 35 ans, pas d'antécédents, on peut continuer les estrogènes assez longtemps. J'avais des patientes qui ont pris des pilules avec des estrogènes jusqu'à l'âge de 50 ans, parce qu'elles n'avaient pas d'antécédents, elles allaient bien, elles se faisaient surveiller les seins, etc. Il n'y a pas de date limite.
on peut très bien le faire. Si on accepte de courir le risque d'un tout petit sur-risque de cancer du sein après 45 ans, et pourquoi est-ce qu'on n'accepterait pas de le prendre? Voilà. L'anneau, la vasectomie, le préservatif avec plein de tailles différentes. Oui, c'est ça. Bah, très bien alors. Merci donc à Louise à nouveau d'avoir donné des... Niveau effets secondaires, y a-t-il des différences entre la vasectomie et la ligature des trompes? Et dans quelle mesure est-il fréquent que les gynécologues refusent de faire une stérilisation, que ce soit masculine ou féminine? Je ne sais pas quelle est la fréquence des refus. Je sais qu'il y a beaucoup, si vous allez sur la page stérilisation volontaire de Facebook, vous entendrez des tas d'histoires d'horreur. Et elles font un annuaire des médecins qui acceptent. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui n'acceptent pas. Il y en a encore trop. Au niveau des effets secondaires, il y a une grande différence. C'est qu'une vasectomie, ça se fait sous anesthésie locale. On fait une seule incision sur le raflet médian, c'est-à-dire le pli qu'il y a au milieu du scrotum entre les deux bourses et qui court à la base du pénis. Hein, c'est une sorte de bourrelet. On fait une petite incision au ciseau, au scalpel. On met 2 ciseaux. On va tirer une pince, on va tirer les déférents. On les ligature d'abord. Ensuite, on coupe, on met 2 fils en ligature. On coupe ensuite entre les 2 fils. On fait ça des 2 côtés. Et on met 2 points pour finir. Donc, ça dure un quart d'heure pour quelqu'un qui sait le faire. Ça dure un quart d'heure. C'est un coup de bistouri ou un coup de ciseau qui va faire royalement un demi-centimètre ou un centimètre de long sur lequel on mettra 2 points qui vont tomber tout seuls. Pas d'anesthésie générale, donc les effets secondaires et les risques sont extrêmement limités. De temps en temps, il y a des hématomes. Enfin bon, c'est pas très fréquent. Une ligature de trompe, il faut quand même faire comment dirais-je, une endoscopie, c'est-à-dire, comme quand on vous enlève la vésicule par endoscopie, il faut faire une incision sur l'abdomen, voire 2, parce qu'il faut qu'il y ait un drain aussi. Il faut aller rentrer avec le tube à l'intérieur, il faut aller prendre les trompes, les cautériser ou les couper comment dire, les attacher. Toutes les méthodes n'ont pas la même efficacité, c'est-à-dire qu'il y a des médecins qui, quand on leur fait une demande, quand une femme très jeune leur fait une demande, mettent des clips. Le problème, c'est que les clips, ça se défait. La méthode la plus efficace, c'est section, ligature, enfouissement. C'est-à-dire, vous sectionnez la trompe, vous la ligaturez des 2 côtés pour qu'il n'y ait pas de reperméabilisation, et vous enfouissez les 2 extrémités de chaque côté pour qu'elles ne soient pas tentées. Parce qu'encore une fois, il y a de reperméabilisation spontanée, parce que les tissus, ils se sont formés pendant l'embryogenèse, ils peuvent continuer à se réparer après. Donc c'est plus lourd, puis on vous garde 24 ou 48 heures. Et il y a les risques de l'anesthésie générale, etc. Donc, bien sûr, il y a plus encore une fois, il y a plus d'effets secondaires avec une ligature de trompe. Mais cela étant, une femme peut préférer avoir sa ligature de trompe parce qu'elle veut être tranquille, elle toute seule, indépendamment du fait que son mari est fertile ou pas, ou son Jules est fertile ou pas. Qu'est-ce que je pense du diaphragme? Je pense que toutes les méthodes qui sont utilisées par une femme qui le désire et qui sait les utiliser sont bonnes à partir du moment où elles connaissent les limites de la méthode. Donc, moi, je n'ai rien contre le diaphragme. Au contraire, je pense qu'un bon diaphragme bien mis par une femme qui sait s'en servir vaut mieux qu'un préservatif qui est mal mis par un homme qui ne sait pas s'en servir. C'est aussi simple que ça. C'est toutes les méthodes qui nécessitent une manipulation ont un risque d'échec qui est lié à la manipulation. Donc, plus l'utilisateur ou l'utilisatrice s'en sert bien, moins le risque d'échec est grand. Et encore une fois, une femme qui utilise bien son diaphragme, par exemple, les Américaines, en particulier dans les années 60, 70, 80, utilisaient beaucoup de diaphragme, beaucoup plus souvent que le stérilet, parce que soit elles avaient des effets secondaires pilules dont elles ne voulaient pas, soit elles avaient peur des effets secondaires des stérilets, parce que certains stérilets, dans les années 60, avaient des effets secondaires, ils ont disparu depuis, et elles utilisaient le diaphragme. Les Anglaises ont utilisé le diaphragme couramment. Donc, c'est une très bonne méthode. Toute méthode vaut mieux que pas de méthode du tout. Même le retrait, un couple, les Anglais, quand il y avait plus, juste après-guerre, il n'y avait plus de caoutchouc, on ne pouvait plus faire de préservatif parce que tout le caoutchouc était utilisé pour faire des pneus.
Les Anglais, qui avaient une éducation sexuelle qui était faite partout, de l'information sexuelle qui était faite partout très correctement, les Anglais utilisaient le retrait. Et la fertilité a continué à baisser en Angleterre. Elle avait déjà baissé avant parce qu'on savait que ne pas éjaculer à l'intérieur du vagin, ça diminue le risque de grossesse, évidemment. Et donc, toute méthode vaut mieux que pas de méthode du tout, à partir du moment où on est d'accord, à partir du moment où on l'a choisi en connaissance de cause. Donc, le diaphragme en particulier. Comment se fait-il que les pilules pour les femmes actuelles restent sur le marché alors qu'elles ont beaucoup d'effets secondaires fréquents si les pilules pour les hommes ne peuvent pas l'être? Alors, encore une fois, c'est une question d'abord historique, c'est-à-dire que justement, le fait qu'il y ait beaucoup de pilules permet de choisir. Et toutes les pilules qui font courir des risques n'en font pas courir à toutes les femmes. C'est-à-dire que pour choisir une pilule, il ne faut pas se baser sur la pilule, il faut se baser sur la femme. Par exemple, il y a eu des pilules soi-disant pour l'acné qui ont été faites comme Diane 35 et comme, je ne sais plus comment s'appelait l'autre, Jasmine, etc. Bon. Et les médecins les ont prescrites à tire-larigot à beaucoup de très jeunes femmes, alors que c'est chez ces jeunes femmes-là que les risques de phlébite étaient le plus élevés. Donc, ils ont augmenté les accidents en les prescrivant à des femmes à qui il n'aurait pas fallu le prescrire. On pouvait beaucoup plus sécuritairement le prescrire à des femmes plus âgées qui avaient déjà pris la pilule, parce que les risques de phlébite, c'est pendant la première ou les 2 premières années d'utilisation. Alors là, on peut prescrire Jasmine ou Diane ou des choses comme ça, mais il ne faut pas les prescrire à des jeunes femmes parce qu'elles ont de l'acné. Il faut mieux leur prescrire une pilule, parce que la pilule, c'est une chose, et ensuite leur prescrire un traitement pour l'acné. Parce que ce n'est pas la même chose du tout de prévenir un phénomène physiologique et de traiter une affection qui est l'acné. Ce n'est pas de la bonne médecine de faire 2 choses en même temps avec le même produit. Donc, la raison pour laquelle un certain nombre de produits restent en circulation, c'est pas que d'abord, encore une fois, il y a plein de femmes qui les tolèrent bien, ces pilules. Il ne faut pas supprimer une pilule qui est tolérée bien par beaucoup de femmes. Ce qu'il faut, c'est ne pas prescrire n'importe comment des pilules à des femmes qui ne les toléreraient pas bien. Et j'ajouterais en fait qu'il y a plein de pilules qui ont disparu. C'est-à-dire les pilules les plus dosées, celles qui sont sorties dans les années 50 ou 60, qui contenaient des doses d'estrogène faramineuses, même la pilule qui est longtemps restée la pilule standard, comme le Stédiril, que moi j'ai prescrite au début des années 80, a été supprimée parce que précisément, on ne l'utilisait plus et parce que les effets secondaires étaient beaucoup supérieurs aux avantages. Alors, en vétérinaire, nous avons des implants d'hormones pour une contraception réversible. En médecine humaine aussi, puisqu'il y a maintenant ce qu'on appelle l'implant, qui contient un progestatif et qui a la taille d'une allumette et qui est inséré, comment dirais-je, sous la peau du bras, enfin au-dessus du coude en général, de façon à ce qu'on puisse le repérer et l'enlever facilement. C'est efficace 3 ans. Il y a plein de femmes qui le tolèrent bien, il y a aussi plein de femmes qui ne le tolèrent pas bien, parce que comme c'est un progestatif en continu, les progestatifs en continu, quand ils sont seuls, peuvent entraîner ce qu'on appelle un spotting, c'est-à-dire des saignements intermittents qui peuvent être rares, et à ce moment-là, ce n'est pas très grave, mais quand c'est permanent, ça pourrit la vie, quoi. Donc, il y a des femmes qui portent des implants et qui les tolèrent très bien, d'autres qui les tolèrent très mal. Je me permets merci beaucoup pour votre réponse. Et du coup, j'ai oublié un mot dans ma question. En fait, les implants qui sont sortis, c'est des implants pour les mâles, du coup. D'accord. Ah, c'est des implants pour les mâles. Ah, c'est bien. Voilà. À base de desflurane, du coup, c'est pour ça, je sais qu'il y a Et des alors, choses qu'est-ce que c'est la desflurane? Ouais, c'est une bonne question, ça. Parce que c'est pas le tout de leur mettre des implants à la desflurane. C'est quoi? Alors, honnêtement, comment ça fonctionne, j'ai pas pris le temps de. Parce que vous voyez le problème qui serait, imaginons que la desflurane soit une substance qu'on puisse administrer aux humains. Je ne sais pas, mais imaginons que ce soit le cas. Le problème pour pouvoir utiliser une méthode comme celle-là, ce serait qu'à l'heure actuelle, les exigences d'expérimentation seraient qu'il faut aussi qu'on puisse prouver que sur une utilisation à moyen terme, c'est-à-dire, mettons, 2 ans,
il n'y a pas un effet secondaire grave mortel, comme par exemple une embolie pulmonaire ou une phlébite, un truc vasculaire auquel vous ne pouvez pas faire grand-chose. Ça, c'est dans un premier temps. Mais il y a aussi maintenant, c'est ce qu'on a découvert avec les hormones des pilules féminines, il y a aussi à long terme. Est-ce qu'on est sûr que la desfloréine, elle ne peut pas provoquer, je ne sais pas moi, des tumeurs du rein Non, mais ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Voilà. Donc, c'est ça qui est problématique pour la contraception masculine. C'est, encore une fois, c'est les exigences qu'on n'a pas eues pour la contraception féminine, mais qu'on doit avoir maintenant pour toute nouvelle méthode et dont on ne peut pas se passer pour la contraception masculine. Après le souci, alors, je suis très probablement déformé puisque je travaille pour un laboratoire pharmaceutique. Mais je trouve qu'aujourd'hui, du coup, on est arrivé à un niveau de réglementaire et surtout de enfin bref, de défiance et qui fait que, et même surtout pour vous en humaine, il n'y a plus d'AMM, il n'y a plus de nouveaux produits, quoi. Oui, mais Impossible. Le problème, c'est que je comprends, et vous avez raison de dire que vous êtes déformé par l'industrie. Le problème, c'est que, est-ce que la desfloréine est un agoniste de la GnRH? Ah, c'est intéressant. D'accord. Merci, Claire. Le problème, c'est que par exemple, au Canada, vous ne pouvez pas faire une étude à long terme avec des fonds fédéraux, c'est-à-dire des fonds du gouvernement, si on ne respecte pas toutes les exigences éthiques. Alors, vous ne pouvez pas expérimenter un médicament, par exemple, avec des fonds fédéraux si toutes les exigences éthiques ne sont pas remplies. Tout simplement parce que la priorité, c'est la sécurité de la population. Un point, c'est tout. Et quand vous avez affaire à quelqu'un qui veut vendre un produit, il y a forcément un conflit d'intérêts entre, d'une part, son intérêt qui est de vendre le produit, et l'autre problème qui est la sécurité de la population. Et moi, je pense que c'est pas que je suis contre le fait que des fabricants fabriquent des produits. Je pense que les obligations des autorités sanitaires, c'est de protéger leur population. Même si, et la question se pose avec, pas seulement pour ce type de produit, elle se pose par exemple, là, il y a pas très longtemps, il y a une semaine, il y a eu tout un problème aux États-Unis, enfin toute une controverse aux États-Unis, parce que la FDA a autorisé la mise sur le marché d'un produit pour traiter la maladie d'Alzheimer. Tous les patients sont demandeurs, toutes les familles de patients qui ont une maladie d'Alzheimer sont demandeurs ou demandeuses d'un produit pour traiter. Le problème, c'est qu'il y a une controverse parce que ce produit vaut très cher, et ses effets, ses effets bénéfiques sont extrêmement discutables. Donc la question, c'est, même si ce n'est pas dangereux, si ça n'a pas l'effet escompté, ça coûte cher à la collectivité, c'est-à-dire que l'argent qu'on dépense, on ne peut pas le mettre dans autre chose qui serait utile, mais ça n'apporte pas de bénéfice. Et il y a ça aussi, ça, ce sont des questions qu'on ne se posait pas il y a 30 ans. Les ressources sont limitées. Les ressources, elles sont collégialisées, c'est-à-dire que l'argent que je ne donne pas pour, mettons, faire des frottis de dépistage du cancer du col à des femmes, mais que je mets sur un produit, par exemple, qui n'a pas d'intérêt démontré, ça va être plus de femmes qui vont faire des cancers, mais ça ne va pas être plus de patients qui vont recevoir ce produit, qui vont être soignés. Il y a ça aussi qui interfère. Il y avait une époque où on ne se posait pas ce genre de questions. Les gens fabriquaient des produits, on les mettait sur le marché, même s'ils avaient un effet minime, mais on ne voyait pas the big picture. Aujourd'hui, on voit ça, on voit the big picture, c'est-à-dire, il ne suffit pas de dire on a un produit, prometteur. Oui, mais qu'est-ce que ça apporte à combien de gens et qu'est-ce que ça enlève à d'autres personnes à qui on pourrait donner autre chose? C'est ça aussi qui complique les choses et qui fait que
je suis désolé pour les industriels, mais c'est quand même, c'est quand même la sécurité de la population et son bien-être général qui compte. Ce n'est pas le développement d'un produit ou d'une industrie. Non, tout à fait. Pour vous rejoindre sur ce sujet, moi je pense qu'aujourd'hui, en fait, le principal problème là-dedans, il est qu'il y a beaucoup de gros labos qui ont arrêté les R&D et qui finalement sortent un nouveau produit en allant racheter à prix d'or des petits Oui, qui ont développé un truc. Et au final, on arrive du coup à ce que tout nouveau médicament coûte des prix oui. totalement exorbitants, Ah bah, il y a ça alors qu'il aussi. n'aurait pas dû devoir coûter ce prix. Cependant, je pense que à force de médiatisation d'effets secondaires de certaines choses qui ont été faites à une époque qui n'auraient pas dû être faites, on a vraiment donné peur à la population globalement du scientifique. Et du coup, on est brûlé sur beaucoup de choses. Mais après, je Je suis d'accord. comprends, oui, oui, je comprends. Mais c'est un problème compliqué. Hein, c'est un problème compliqué. C'est pas, il n'y a pas. Dire, on a au moins quatre, dans un problème de santé, on a au moins quatre types d'intervenants. On a la population générale, on a les pouvoirs publics, on a les industriels et puis on a les professionnels de santé. Et il y en a probablement plus que ça. Donc, tout ça, ça crée des discussions et des conflits d'intérêts qui ne sont pas faciles à résoudre. Parfait. Merci. Mais je vous en prie, merci à vous pour ces précisions, Aurélien. Alors, il y avait, on ne peut pas le préciser longtemps. Ah oui, donc la deslorraine, c'est très possible. Je crois que chez les écureuils volants, que le retour des testicules en interne pour être contracepté par la température du corps se fait de manière physiologique. Ça se fait tout seul et de manière réversible suivant les périodes. C'est dommage que chez l'humain, on n'ait pas cette option. On est d'accord. Et en plus, pour revenir à l'androswitch, il y a des hommes qui ne peuvent pas faire remonter leurs testicules dans l'abdomen parce que l'orifice s'est refermé. Et donc, c'est des méthodes c'est une méthode qui est tout à fait, comment dirais-je, élégante et séduisante, mais on ne peut pas l'utiliser chez tous les hommes. Donc, voilà. Et c'est le cas de toutes les méthodes, entre guillemets, de type mécanique, enfin, qui demandent un appareillage qui soit plus ou moins, comment dirais-je, plus ou moins compliqué. Dès qu'il y a quelque chose qui est extérieur au corps, c'est-à-dire qu'on ne reproduit pas tout simplement un phénomène physiologique, ben, on va avoir les limites qui sont inhérentes au dispositif lui-même. Le préservatif qui craque ou qui fuit ou qui glisse tout simplement, parce que moi j'ai vu beaucoup plus de préservatifs qui avaient glissé, qu'on avait laissé, l'homme s'était retiré par détumescence, c'est-à-dire le couple s'était endormi et puis ils se retrouvaient tous les deux séparés, le préservatif était toujours dans le vagin avec le sperme dedans. C'est des choses qui arrivent. Et c'est la faute à personne. Donc voilà, c'est très... C'est pas de la tarte. Déjà, la sexualité, c'est pas de la tarte, mais la contraception, c'est encore moins. Margot, est-ce que là, pour le moment, on n'a plus de questions. Est-ce que peut-être qu'on peut... Alors, je crois qu'on avait juste une question, au moins de Claire, par rapport, donc, en cas d'endométriose, Ah oui, l'objectif est de ne plus avoir ces règles, donc on doit prendre une pilule en continu. Les médecins nous disent donc que la pilule doit être prise en continu jusqu'à la ménopause, donc plus de 30 ans. alors oui, mais vous n'êtes pas obligé de prendre une pilule estrogénique. En fait, vous pouvez, dans le cas d'endométriose, le meilleur traitement, en particulier chez les femmes jeunes, c'est-à-dire qui n'ont pas eu encore de grossesse et qui ne veulent pas souffrir d'abord pendant des années et ensuite veulent préserver leur fertilité, ce n'est pas de prendre une pilule avec des estrogènes, mais c'est d'utiliser par exemple un stérilet hormonal qui ne contient que des progestatifs. Et le stérilet hormonal, il peut être utilisé toute la vie reproductive. Et l'intérêt du stérilet hormonal, c'est que non seulement il est contraceptif, mais comme il apporte une quantité de progestatifs constante, très souvent l'ovulation est suspendue, et donc les femmes n'ont pas de règles, mais elles n'ovulent pas non plus. Donc les femmes qui ont une endométriose ne souffrent pas. Donc voilà, ce qui est déconseillé, c'est les estrogènes, ce n'est pas les progestatifs. Les progestatifs, il y a des femmes qui prennent une pilule progestative, ce qu'on appelle des micropilules, c'est-à-dire des pilules très faiblement dosées,
après 35 ans, 35-40 ans. Une pilule progestative est très, très efficace parce que la fertilité a baissé, donc ça compense le moindre blocage de l'ovulation. Mais il y a des femmes qui prennent une pilule progestative de 35 à 50 ans. Non, Aurélien, n'essayez pas sur vous, s'il vous plaît. Non. C'est passé le temps où on expérimentait les médicaments sur soi, quand même. Je veux dire, Pasteur n'a pas poussé comment dirais-je, le souci intellectuel jusqu'à se faire mordre par un chien enragé et s'inoculer son vaccin lui-même. Donc, alors, c'est une très, très bonne question aussi. Pourquoi est-ce que les pilules contenant les deux restent même plus souvent prescrites? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la prise de progestatif seul, chez un certain nombre de femmes, et c'est pour ça qu'on a rajouté les estrogènes, chez un certain nombre de femmes, les progestatifs seuls provoquent ce qu'on appelle un spotting, c'est-à-dire un saignement permanent. Alors, l'explication est la suivante. En gros, je simplifie, les estrogènes développent et font pousser l'endomètre, la paroi intérieure de l'utérus, et les progestatifs contrôlent cette pousse de l'endomètre, c'est-à-dire elles font en sorte que elles s'opposent aux effets des estrogènes de façon à ce que ce ne soit pas exubérant. Mais si vous arrêtez les estrogènes, les progestatifs vont avoir tendance à amincir la paroi endométriale, ce qui augmente l'effet contraceptif. Mais si la paroi endométriale est trop mince, à ce moment-là, chez certaines femmes, quand elles ont des contractions, et l'utérus se contracte en permanence, eh ben, ça saigne, c'est comme un saignement de nez. Elles vont avoir ce qu'on appelle un spotting, c'est-à-dire un saignement minuscule, mais qui peut être permanent, et elles vont avoir tout le temps des saignements rouges ou sombres parce que le sang s'est oxydé. Donc, c'est très désagréable. De sorte que, chez ces femmes-là, la prise d'une pilule combinée, c'est-à-dire qui combine estrogène et progestatif, permet d'avoir un endomètre plus stable et d'éviter d'avoir ces saignements. Cela étant, ça c'est théorique. C'est-à-dire que, encore une fois, il y a des femmes qui prennent des progestatifs en permanence et qui n'ont pas de saignements. Il y a des femmes qui prennent les pilules combinées et qui ont des saignements quand même pendant la prise de pilules combinées parce qu'elles prennent des pilules trop faiblement dosées. Donc, le secret, c'est quoi? C'est jusqu'à l'âge de 35 ans, si vous ne fumez pas, et même un peu au-delà si vous fumez, si vous fumez, et même un peu au-delà si vous ne fumez pas, vous pouvez utiliser toutes les pilules. Après 35 ans, pour des raisons cardiovasculaires, même si vous ne fumez pas, surtout si vous fumez, il vaut mieux utiliser des méthodes plutôt exclusivement progestatives ou bien stérilées au cuivre. Ça, c'est les grandes règles. Après, c'est à vous de trouver votre voie dans les pilules. Mais encore une fois, les pilules combinées et les pilules progestatives, il y en a tellement sur le marché que c'est absolument pas scandaleux d'en essayer plusieurs. Alors là, il y a quelqu'un qui nous dit, est-ce que les pilules progestatives ont un effet moindre sur la libido? En fait, l'effet sur la libido ne dépend pas de la pilule, il dépend de la femme. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, vous pouvez leur donner toutes les pilules que vous voulez, elles n'auront pas de baisse de la libido. Il y en a d'autres, vous leur donnez des pilules très faiblement dosées, elles ont une baisse de la libido. C'est une perception, c'est de l'ordre de la perception. Toutes les femmes ne sont pas sensibles aux hormones de la même manière. C'est ça qui rend les choses compliquées. C'est-à-dire, enfin compliquées. Non, à mon avis, ça les rend simples, parce que c'est la femme qui dit « je vais bien ou je ne vais pas bien ». Ce n'est pas ce qui est écrit sur la notice qui compte. C'est pour ça que c'est aussi légitime, si vous utilisez une première pilule et que vous avez l'impression que vraiment ça coupe votre libido, de demander au praticien de vous donner une pilule moins dosée. Puis si vraiment vous ne trouvez pas parmi les pilules les moins dosées la pilule qui ne vous empêche pas d'avoir un désir sexuel habituel, à ce moment-là, il vaut mieux opter pour le préservatif, pour le stérilet au cuivre, parce que le stérilet au cuivre, il n'y a pas d'effet hormonal. Et le stérilet hormonal, pour les femmes qui, avec un stérilet au cuivre, ont des règles trop abondantes, le stérilet hormonal a souvent moins d'effet sur le libido qu'une pilule, parce que l'effet se fait surtout sur l'endomètre, et il y a moins d'effets systémiques, donc il y a moins d'effets sur la libido.
Mais encore une fois, c'est quelque chose de personnel. C'est-à-dire c'est quelque chose qui ne peut... Ce qui rend un peu les choses compliquées, si vous voulez, parce que les médecins ne sont pas toujours disponibles, parce qu'ils ne sont pas toujours attentifs, c'est que parfois, il faut utiliser plusieurs méthodes pour tomber sur celle qui va vous aller à vous. Parce que ce qui vous va à vous n'est pas ce qui va à votre copine, ou à votre mère, ou à votre sœur, ou à votre tante. Vous êtes une femme différente de toutes les autres. Et donc, parmi l'ensemble des méthodes qui vont être disponibles, il faudra parfois en utiliser plusieurs pour trouver la bonne. Y a-t-il aussi moins d'effets systémiques avec l'anneau vaginal? Non. Il semble même qu'il y en ait plus parce que le passage des hormones à travers la paroi vaginale, alors l'anneau vaginal, c'est comme un implant, hein, sauf que ce n'est pas sous la peau, c'est à l'intérieur du vagin. Le passage transvaginal semble plus facile que le passage digestif. Et il n'y a pas de, il y a pas de passage par le foie, c'est-à-dire vos hormones passent directement dans le sang. Alors que quand vous prenez les hormones par voie digestive, il y a une première recirculation par le foie qui diminue, parce qu'elles sont déjà traitées par les enzymes hépatiques. Et donc, les effets systémiques sont souvent moins grands. Les femmes qui portent un anneau vaginal, une plainte fréquente, c'est « j'ai beaucoup plus d'effets secondaires qu'avec ma pilule ». Ce n'est pas toutes les femmes, mais ça peut être plus important à cause de la facilité du passage transvaginal, qui est très important. Il y a même en fait, l'anneau vaginal est né du fait qu'à une époque, dans les années 60 ou 70, les Israéliens se sont posé la question de savoir si la pilule ne pouvait pas être prise par voie vaginale. Ils se sont dit, on cherche à avoir des voies transbuccales pour des médicaments, mais la muqueuse vaginale, c'est aussi une muqueuse qui ressemble beaucoup à la bouche et qui a un passage de médicaments facile, et ils ont essayé, et ça marchait. Donc, mettre un comprimé dans le vagin tous les jours, ouais, donc ils se sont dit quelle serait la méthode et là, ils ont imaginé une méthode de délivrance d'un produit qui est devenu, bon, après 20 ans ou 25 ans d'expérimentation, qui est devenu l'anneau vaginal. Moi, j'aurais juste une dernière petite question, vu que vous en parlez pas mal dans vos livres, et je ne sais pas si tout le monde connaît, sur la position gynécologique anglaise, qui n'est pas encore beaucoup utilisée, mais j'imagine que si les patients la connaissent et la demandent, ça peut aussi être... voilà. La position à l'anglaise, c'est une position qui est décrite dans la littérature et puis qui est aussi décrite par les Anglais. Je ne sais pas si vous, les unes et les autres, vous regardez une série qui s'appelle SOS Sage-Femme, Call the Midwife. Si vous voyez ça sur une de vos chaînes, ou si vous avez ça en DVD ou en streaming, Call the Midwife, c'est une série qui parle des sages-femmes anglaises dans les années 50 et 60. Et ce qui est extraordinaire, c'est que d'abord, c'est une série féministe. C'est une série sur l'histoire de la médecine, c'est très intéressant, et sur l'histoire des progrès médicaux. Et puis, il y a un truc tout à fait fascinant dans SOS Sage-Femme, c'est qu'on montre que les femmes peuvent accoucher absolument dans toutes les positions possibles et imaginables. Et en particulier sur le côté, mais aussi accroupie, à quatre pattes, debout. Bon. La position couchée sur le dos, jambes écartées, c'est une position qui a été imposée par les médecins pour faciliter le travail des médecins. Mais il n'y a absolument aucune raison d'examiner comme ça. On peut très bien examiner sur le côté, tout simplement parce qu'une femme est allongée sur le côté. Si on veut lui poser un spéculum, le spéculum il peut être glissé. Évidemment, il faut que le spéculum il soit lubrifié, mais il peut très bien être glissé en écartant les lèvres sur le côté. Le vagin, on peut très bien introduire un spéculum sur le côté, sauf erreur de ma part, il doit y avoir un certain nombre d'entre vous qui ont des relations sexuelles couchées sur le côté. Donc, on peut très bien le faire. C'est moins confortable pour le médecin. Mais ce n'est pas une raison pour imposer aux femmes d'accoucher sur le dos, les jambes écartées. On peut aussi accoucher, on peut aussi être examiné, accoucher ou être examiné, on peut aussi être examiné assise.
hein. Dans les séries télévisées américaines, vous voyez les femmes, elles sont assises, elles ne sont pas allongées sur le dos avec la tête complètement en décubitus. Elles sont dans une chaise comme ça, elles ont effectivement les jambes surélevées, mais elles regardent directement le médecin. Ça peut être perçu comme moins agressif que d'être sur le dos, regarder le plafond. Donc moi, ce que je pense, c'est que toutes les positions sont acceptables à partir du moment, encore une fois, où c'est la femme qui choisit. Et l'obligation des médecins, ça devrait être de proposer aux femmes de les examiner dans la position qu'elles veulent. Encore faut-il qu'elles sachent qu'elles peuvent être examinées dans une autre position. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Puis il commence à être tard là pour Voilà. vous. Pour nous, il est 22 heures. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents. Merci Margot d'avoir... Moi, il est plus tôt, hein, moi, il est 4 heures de l'après-midi, donc ça va. Merci de m'avoir invité à bavarder avec vous. Je suis très... Vous illustrez ce que je pense profondément, c'est que toutes les professions de santé ont la même importance, la même valeur, et non seulement, comment dirais-je, et s'informent les unes les autres. Hein. Moi, encore une fois, comme je vous l'ai dit, j'ai appris beaucoup des vétérinaires. J'en apprends encore plus maintenant que j'ai un animal à la maison. Mais donc, je suis très heureux de pouvoir mettre en œuvre cette comment dirais-je, intertextualité et interdisciplinarité. Donc, merci de m'avoir invité à le faire. Eh bien, écoutez, tant mieux. Oui, alors je vais les envoyer. De toute façon, je vais les envoyer à Margot. Vous pouvez aussi, Margot, vous pouvez aussi donner, je vais donner mon adresse. Tiens. Je vais vous donner mon adresse courriel. Hop. Vous pouvez aussi m'écrire pour me les demander directement si vous voulez, ou pour me poser des questions si vous avez des questions à poser. Je me ferai, mais de toute façon, je vais les envoyer à Margot, et Margot aussi pourra les transmettre, hein, ou les mettre sur... Vous avez un site, donc si vous voulez les mettre sur votre site. Ouais. Ok, ben, on va faire ça. Voilà. Super. Bah, encore vraiment merci beaucoup à vous, parce qu'on a appris tas de choses, et ça fait du bien de pouvoir parler de ces choses-là. Voilà. Merci à vous et bon courage, et merci pour ce que vous faites non seulement pour les animaux, mais aussi pour leurs parents humains. Au revoir. Mais bonne soirée et merci. Bonne soirée à vous aussi. Au revoir. Au revoir.